Bienvenue dans C'était mieux dans le livre, un podcast cinéma. Est-ce que Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl et Mel Stewart, c'était mieux dans le livre ou pas? Je suis Maëlo et en compagnie de Siméon. Salut Siméon. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Et toi? Ça va, super. J'ai ma voix du matin. Donc je pense que nos auditeuristes vont pouvoir profiter de ça. C'est exceptionnel. Tu peux chanter du blues un peu, vite fait? Je peux chanter du blues, je peux chanter toutes les chansons de Charlie et la chocolaterie. It's a world. Non, pas du tout, je peux pas chanter en ce moment. Je suis en train de muer. C'est quoi ton rapport à Charlie et la chocolaterie, Siméon? J'avais jamais lu le livre Ouais, et j'avais déjà vu l'adaptation la plus récente. de Tim Burton. Après, j'étais pas spécialement méga fan. J'avais un petit problème avec Roald Dahl qui était James et la pêche géante. Parce qu'il y avait eu. Donc, c'est un autre bouquin de Ouais, Roald Dahl. Et il y a eu une ouais. adaptation animée Ah ouais? qui est un peu flippante. Parce que, genre, il y a des. Enfin, il y a des visuels un peu flippants. Il y a une araignée géante qui est très gentille, mais qui est quand même une araignée géante. Et du coup, un peu space. Il est parti en live action dans ce film quand même, parce que pour moi c'était un film en live action. Ah bah moi, je me souviens surtout de l'araignée géante animée, du coup. Ok, Mais peut-être qu'il y a aussi des parties en live action, j'avoue que je me souviens plus. Je l'ai vu il y a très longtemps. Et en fait, ce film m'a un peu, pas traumatisé, mais je l'ai pas trop kiffé, je l'ai trouvé un peu flippant. ouais. Et du coup, j'étais un peu en mode, Roald Dahl, c'est bizarre, quoi. Donc mon rapport à Charlie et la chocolaterie, c'est un peu un rapport, pas de peur, mais d'appréhension, quoi. T'es un peu dans le doute, quoi. Ouais, exactement. Donc tu n'avais pas lu le livre, tu avais vu le film de Tim Burton, mais qui n'est pas celui dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu avais déjà vu le film de Mel Stewart? Non, j'avais jamais vu le film de Mel Stuart. Bah pareil, hein, pour une fois, on a vraiment fait un épisode qui nous a permis de découvrir des choses. Incroyable. Tu les as vus et lus dans quel ordre? J'ai d'abord vu le film parce que j'ai un peu tardé à récupérer le livre, donc j'ai un peu stressé en me disant que j'aurais pas le temps de le lire. Et du coup, j'ai d'abord vu le film un week-end où j'étais dispo. Ok. Et toi, Maëlo, quel était ton rapport à Charlie et la chocolaterie? Eh bien moi, comme toi, j'avais juste vu le film de Tim Burton il y a fort longtemps. Je pense que je l'ai revu il y a pas très longtemps. J'ai aussi vu Wonka Ouais. avec Timothée Chalamet, qui se passe avant Charlie et la chocolaterie. J'ai passé un bon moment devant, mais je peux pas dire que j'ai bien aimé. Genre, enfin, je sais pas, tu vois, j'en ai pas un souvenir hyper marquant. Donc là, c'était mon premier visionnage du film de Mel Stewart et ma première lecture du livre de Roald Dahl. Sachant que Roald Dahl, j'ai lu d'autres trucs de lui. Alors j'ai vu Mathilda, je sais plus, j'ai souvenir d'autres bouquins que j'ai plus ou moins aimés, etc. Mais il a un univers un peu particulier, le monsieur. Oui. Et juste, t'as un avis sur Timothée Chalamet? De façon générale, tu veux dire, ou Ouais, sur la personne. tu veux qu'on fasse sur qui il T'en est? penses quoi de son couple avec Kylie Jenner, par exemple? Mais ça, j'adore, ça, je stan de fou. Non, non, mais en plus, enfin bon, je sais pas. Enfin, de toute façon, là, on est là pour parler de Charlie et la Ouais, chocolaterie. pardon. Et du coup, est-ce que Je t'ai un peu niqué et ton fil conducteur, je crois. ouais, je suis en train de voir comment je vais réussir à. Ok, Marty suprême, machin. Mais du coup, les gens, ils ne regardent pas Wonka, ils ont détesté Wonka à cause de ça, c'est ça que tu veux me dire? Non, mais je veux te dire Non, pas du tout. Tu veux dire vraiment que ça n'avait aucun lien? que l'acteur qui joue Charlie et la chocolaterie dans notre film à nous, dont je n'ai évidemment pas le nom, eh ben, il est Ouais, très bien. ok. Et du coup, ça m'intéresserait d'avoir son Wonka à lui, son histoire à lui, parce que je pense qu'elle n'est pas tout à fait pareille que celle de, Celui de. Tu parles du Charlie de Mel Stewart? du Willy Wonka de Mel Stuart. Gene Wilder. Ok. Eh ben, Monsieur Wilder, je trouve qu'il a une approche de Willy Wonka qui est très différente de celle du livre et de celle de l'autre adaptation. De Johnny Depp. Tu veux qu'on prononce pas son nom? Je serais d'autant plus intéressé pour avoir sa backstory à lui, parce que voilà. Mais on va y revenir. Carrément. Pour finir, dis-moi, justement, t'en as pensé quoi du livre là et t'en as pensé quoi du film? Eh ben, Maëlo, Mhm. aujourd'hui est un grand jour. Oh, j'ai peur. Je vais utiliser mon joker
en fait, c'est 2 œuvres différentes Waouh! et je ne vais pas choisir. Mais non, what the fuck? Ouais, en fait, j'ai un peu du mal à me positionner. Je crois que j'ai pas énormément aimé le livre, honnêtement. OK. Il y a des trucs très bien dedans, il y a des trucs très rigolos, mais je trouve qu'il a un côté... En fait, je trouve que il y a une critique de la société qui est très inachevée dedans et qui me gêne un peu. No way. Voilà, j'enfonce des portes ouvertes peut-être. Mais voilà. Et le film, il s'est un peu arrangé sur cette critique, qu'il est peut-être un peu plus aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Mais, mais j'ai pas non plus été méga transposé par le truc, quoi. Transposé. Bah, j'ai pas été transporté, j'ai pas été... Ah oui. Voilà. Donc, au final, les deux œuvres sont un peu mid bien. Genre, j'ai pas de problème, j'ai pas passé un mauvais temps en les regardant, mais je peux pas vraiment dire qu'il y en a une que je préfère par rapport à l'autre, quoi. C'est... Voilà. OK. Et toi, Maëlo, maintenant que j'ai piqué ta place, qu'est-ce que tu vas faire? Mais Siméon, c'est fou, j'ai un avis hyper tranché. Ouah! Mais Waouh! on a changé de corps, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. C'est facile parce qu'en fait, j'ai détesté le livre comme le film. Ah! Voilà. Mais lequel as-tu détesté le moins? J'ai moins détesté le livre. Ah ouais? Ouais. Purée, j'aurais pas dit. Ok. Ah ouais, ouais, ouais. Mais je pense aussi, et on y reviendra, mais je pense aussi que j'étais trop teinté par mes souvenirs du film de Tim Burton, qui pour moi est sans commune mesure une adaptation 1000 fois supérieure. Pour moi, l'adaptation de Tim Burton, elle écrase, elle éteint le livre et elle éteint le film de Mel Stewart. Voilà. Je sais qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas parce qu'il y a des gens qui sont cons dans ce film, mais voilà, je ne peux pas, je ne peux pas ne pas en parler, quoi. Enfin, je trouve que scénaristiquement, en tout cas, en plus, le film de Tim Burton, c'est une adaptation qui améliore l'œuvre, quoi. Alors que là, le film, j'étais en mode, mais en fait, des éléments qui étaient bien dans le livre, ils y sont pas, et les éléments qui sont rajoutés dans le film, ils sont pas bien. Donc vraiment, Ok. ça servait à rien, quoi. Non, et d'ailleurs, tu sais, j'ai même repensé ce matin et je me suis dit, je pense que je l'ai même trop noté sur Letterboxd. Tu vois, je pense même que je vais en direct aller baisser ma note. J'avais mis 2,5 et je me suis dit, aujourd'hui, je me suis réveillé, je me suis dit, non, 2,5, c'est trop. Ce film ne mérite pas 2,5. Moi, je crois que j'ai mis 3. Ah bah non, moi, je l'ai pas noté. J'ai pas noté un film sur Letterboxd, mais c'est incroyable, ça. C'est pas mon genre. Mais ça va pas. À quoi bon? Alors qu'on a fait ce podcast uniquement pour pouvoir. Bah ouais, c'est clair. Moi, j'ai mis 3. 3! Mais 3, c'est énorme, hein. Les gens ne se rendent pas compte. Mais en fait, ça serait sans doute plus 2,75, mais bon, voilà. Ben, j'avais mis 2,5, tu vois, c'est pas loin. Ouais, mais Denis, c'est trop peu pour moi. Ouais, je comprends. Siméon, Oui. est-ce que tu peux nous résumer, est-ce que tu peux nous raconter Charlie et la chocolaterie, le livre? Charlie et la chocolaterie, le livre de Roald Dahl, c'est 195 pages pour raconter l'histoire de Charlie, qui est un jeune enfant pauvre, il nous est présenté comme ça, qui habite dans la ville où se trouve la grande chocolaterie de Willy Wonka, chocolaterie très mystérieuse où personne ne rentre ni personne ne sort, et pourtant de très nombreux camions y vont pour récupérer de très nombreuses plaquettes de chocolat et bonbons en tout genre, qui sont distribués à travers tout le monde. Et un jour, Willy Wonka, le directeur de la chocolaterie, annonce que 5 tickets d'or vont être distribués dans ces bonbons pour pouvoir visiter la chocolaterie. Et donc on va suivre l'histoire de Charlie qui va évidemment réussir à récupérer un ticket d'or et qui va participer à la visite avec 4 autres enfants. Et là on va suivre les périples au sein de la chocolaterie, on va suivre les différentes inventions de Willy Wonka pour faire le meilleur chocolat possible. Et surtout on va comprendre pourquoi Willy Wonka voulait faire visiter cette chocolaterie. Super. Charlie et la chocolaterie, le livre, c'était en moyenne plutôt mid, si on combine nos deux opinions. Oui. Mais comment s'en est sorti Charlie et la chocolaterie, le film? Réalisé par Mel Stewart, écrit par Roald Dahl et David Seltzer. David. Il y a Roald Dahl. Et ouais, il y a Roald Dahl apparemment. Charlie et la chocolaterie, le film, c'est surtout 100 minutes d'adaptation qui commencent par
Euh, Un générique. un générique? Oui, un générique. Oui, oui, un générique. Un générique avec du chocolat Oui, dans tous du les sens. chocolat, plein de bonbons. Et là, quand même, je dois dire un truc, Ok, c'est les musiques du film. ouais. Parce que je trouve que les musiques du film sont très très bien. Et déjà, le générique, il y a une très très bonne musique. Alors après, on reparlera des musiques qui sont incorporées dans le film, parce qu'il y a aussi des parties chantées. Là, c'est un peu plus difficile. Oui, c'est vrai que c'est une comédie musicale, hein, quand même. Oui, voilà. Mais la bande audio, voilà, la musique de fond, je la trouve vraiment vraiment très très bien. Ok. Et ben donc sur ce générique chocolaté et musical, on ouvre ensuite, on est d'accord sur la scène du vendeur de bonbons là, C'est ça. qui vraiment et pour moi c'est déjà ça donne le ton sur le style des adultes de ce film, qui sont tous effroyablement chelous. Ah bon? Tous les adultes, moi les adultes dans ce film, le jour où j'ai des enfants, mes enfants ne s'approchent pas d'un adulte du film, genre vraiment. Là, on parle quand même d'un adulte qui fait une chanson sur à quel point je suis The Candyman, machin, et hop, passer derrière, dans l'arrière-boutique pour manger mes bonbons, hein, genre. Non. Vous voyez pas Siméon, mais il a effectivement un regard vraiment de bah, mais Mais non. où est le problème? S'il y a des bonbons. Et ça, messieurs, dames et mes non-binaires, ça s'appelle la solidarité masculine. Si c'était une fille, ça serait bizarre, mais si c'est un mec, ça va, quoi. Voilà, c'est Euh, ça. Non, ouais, je sais pas. Ok, moi j'ai haï, j'étais déjà très mal à l'aise. Ok. En fait, j'ai noté ma première phrase, c'est qui ce frérot? Voilà, déjà c'est qui? Déjà t'es qui? Il est où Charlie? Et puis et voilà quoi. Ouais, j'ai pas eu le même regard. J'entends bien. Moi, j'ai vu un mec qui donnait des bonbons, donc je me suis dit c'était cool, quoi. Ouais, mais je sais pas toi, mais toi enfant, franchement c'est cool que tu t'en sois sorti, hein. Enfin, je suis content parce que là, sinon on n'aurait pas été là aujourd'hui. Je suis un miracle. Ouais, t'es un miracle. Donc après le vendeur pas du tout chelou, bien sûr. On découvre Charlie, un petit enfant blond qui vend des journaux. Voilà, qui regarde les autres enfants qui mangent des bonbons parce que lui, il ne peut pas se les payer, donc il les regarde depuis Ouais, ce dehors. sale pauvre, il est tellement pauvre, il est obligé d'être malheureux de travailler. Bouh, la honte, shame on him. Et donc Charlie, en rentrant chez lui, passe devant l'usine, la chocolaterie de Willy Wonka, où il va croiser un étrange personnage Qu'on ne reverra plus, hein. qu'on ne reverra plus, qui va vraiment juste lui dire, je sais plus ce qu'il lui dit. Bah, il lui dit Hey, c'est la chocolaterie de Charlie, elle est vraiment très bizarre. Non, de Willy, Enfin, c'est lui ouais, de Charlie. Willy. C'est vrai, Oh, t'as tu raison. spoil, Siméon. Et ils ont dit quel était le métier de ce monsieur, et je l'ai complètement oublié. Mais c'est un métier qui n'existe plus. Mais il est pas balayeur, genre? Non, en fait, c'est une sorte d'artisan. Enfin, tu sais, genre, il a une sorte de roulotte avec plein d'outils qu'il transporte. Ah d'accord. Et du coup, je crois que c'est genre, c'est un peu, ouais, bon, on s'en Enfin, fout, mais ouais. Ouais, ok. De toute façon, on s'en fout, on le revoit plus. ouais. Juste, il est là pour nous expliquer l'intrigue du film, c'est-à-dire, oh, la chocolaterie de Willy Wonka, elle est vraiment bizarre. On dit qu'il se passe des choses étranges. On a vu personne y rentrer et en sortir, et pourtant, on vend quand même du chocolat. Dans un scénario de jeu de rôle, ça serait un vieux avec une capuche. Ouais, tout à fait. Et non, là, c'est juste un mec bourré, quoi. Oui. Et donc, Charlie rentre chez lui, il en parle avec grand-papa Joe. Parce qu'il faut savoir que Charlie vit dans une petite maison avec ses 4 grands-parents et sa maman. Voilà. Et que ces 4 grands-parents vivent tous allongés depuis 20 ans dans le même lit, parce que visiblement on aime torturer les personnes âgées ici. Non mais qu'aussi on est trop pauvres pour se payer des lits. Et donc voilà, Charlie il parle avec grand-papa Joe. C'est ça. Alors là, quand même, je pense qu'il faut se faire un petit point sur la famille de Charlie. Parce que, enfin, chez Roald Dahl, on va dire, c'est pas très subtil. On nous le dit clairement, et ça sera pas beaucoup plus subtil dans le film, hein. Mais on nous le dit clairement, voilà, donc il y a Charlie, sa maman et les 4 grands-parents. Et dans le livre de Roald Dahl, en plus, il y a le père, donc ça, on pourra y revenir aussi. Et on nous explique que la famille est extrêmement pauvre, que les 4 grands-parents ne travaillent plus depuis 20 ans. Moi, tel que je le comprends, c'est un truc d'accident du travail, quoi. C'est genre, en fait, c'était des ouvriers, ils se sont cassés le dos au travail, ils sont plus en état de marcher. Et du coup, maintenant, ils ne font que attendre dans leur lit parce qu'ils peuvent plus rien faire d'autre. Et chez Roald Dahl, donc, on a aussi le père qui travaille, je crois qu'il vise des bouchons
de dentifrice, alors que dans le film, le père a disparu, et c'est la mère qui travaille, qui fait des lessives. Et là, il y a quand même un truc qui est, je trouve, très gênant dans le film, c'est la position de Charlie dans cette histoire. Parce que je sais pas comment tu l'as vécu, mais je trouve que Charlie, quand il rentre chez lui dans le film, il y a vraiment un truc de bon père de famille. Genre, il va donner de l'argent à son grand-père, à sa mère, parce que c'est l'argent qu'il a gagné aux journaux. Et il commence un peu à expliquer à tout le monde ce qu'il faut faire. Il dit, ah oui, non, la vie est dure, mais c'est la vie qu'on a, machin, je sais pas quoi. Et j'étais très gêné parce que Charlie, il a genre 6 ans, quoi. Ouais, c'est un bébou. Ouais, et du coup, il y a un truc assez masculiniste de dire ah, Charlie, c'est le dernier homme de la famille, donc c'est lui le chef. Donc c'est lui qui doit gérer l'argent de la famille et qui doit travailler pour aider sa famille et tout. Alors que non, Charlie, c'est un gamin et voilà. Et je trouve que, en fait, je crois que j'aime bien, dans le sens où pour moi, le film critique cette position. Hmm. En fait, il nous pose une situation initiale qui est mauvaise, où on a cette histoire de bah, les grands-parents ne peuvent plus travailler et ils sont obligés de rester dans le lit. La mère est à bout et le fils en est à travailler et à prendre soin des autres. Mais on nous dit tout de suite que cette position-là, pour moi, elle est pas bonne. Enfin, tu vois, on nous le dit clairement, la bonne position, c'est les enfants qui mangent des bonbons dans le magasin. Hmm. Et Charlie, c'est une exception et c'est pas une exception qui est normale. Et donc, je trouve ça intéressant. Dans le livre, on comprend aussi que la position est pas normale et qu'elle est triste. Mais je sais pas, je trouve que déjà ça passe beaucoup plus vite. C'est-à-dire que Charlie, on nous le présente pas en fait, hein, dans le livre. Non. On nous présente sa famille, et puis on dit, et puis il y a Charlie, c'est le petit enfant. Et donc on comprend, en fait, on comprend tout de suite que, bah oui, vu la situation de ses parents, on sait qui est Charlie, on sait qu'il est pauvre, on sait qu'il va à l'école. Mais en fait, ça passe beaucoup plus vite. Et du coup, je trouve qu'on s'attarde moins sur la position particulière qu'a Charlie et à quel point cette position n'est pas normale. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, moi, je pense que je l'ai pas ressenti autant comme une critique parce que par la suite, on est tellement dans un effet de comparaison et de dire que Charlie, il est quand même un peu mieux que les autres enfants du monde. Hmm. Et quand même un peu ce truc de la bonne posture, c'est celle du pauvre qui est quand même euh, toujours généreux, toujours pur de cœur et qui machin. Et moi, je vois un peu ce film comme le bon pauvre, c'est celui qui bronche pas et qui trime dur pour se sortir de sa situation Ouais, complètement. jusqu'à ce que la roue tourne, va tourner. Et le bon pauvre est blanc, hein, bien sûr. En plus, oui, bien sûr, carrément. Mais je suis d'accord que, enfin, moi j'étais un peu gêné sur le fait que le père soit pas présent dans le film et que du coup, pour mettre Charlie en position de père de famille, alors que à la limite c'était l'occasion de faire de la mère un personnage plus important. Bon, après on parle d'un film de 1971. Est-ce que la mère avait le droit de vote en 1971? Oui, ils avaient le droit. Si, si, c'est Oui, 45. quand même, quand même, quand mais, même. mais par contre, un compte en banque, je suis pas sûr. Mm. Oui, mais en plus elle a plus de mari, donc et toc. Toujours est-il que Charlie va discuter avec grand-papa Joe, qui est un de ses grands-parents, et lui raconter sa petite rencontre devant la chocolaterie de Willy Wonka, sur le mec chelou en mode «Ah papy, j'ai rencontré un alcoolique qui m'a dit que personne n'entrait et sortait de la chocolaterie». Et son grand-papa Joe va lui dire «Effectivement, c'est vrai, il n'y a pas d'ouvrier, parce que il y a eu des espions, notamment un certain Slugworth, qui est un autre chocolatier, genre, qui a espionné Willy Wonka, ce qui fait que Willy Wonka a fermé sa chocolaterie pendant un moment, et maintenant elle refonctionne et on ne sait pas comment c'est possible parce qu'il y a personne qui travaille dedans, on dirait, quoi. Voilà, globalement la même chose que dans le livre. Exactement. Par la suite, on va voir Charlie, on va découvrir Charlie à l'école. Oui. Avec un prof bien flippant aussi, mais que je trouve très drôle, donc ça va. Oui, j'ai trouvé très drôle ce prof. En tout cas, Charlie est à l'école avec ce professeur un peu bizarre de sciences et le cours va être interrompu par un petit enfant qui a été appelé par le scénario afin de dérouler toute la suite du film. Et donc ce petit enfant interrompt le cours pour hyper bien énoncer son texte en disant la chocolaterie va ouvrir pour 5 personnes qui trouveront un ticket d'or et on peut dès maintenant acheter des chocolats et essayer de Willy Wonka et essayer de trouver un de ces fameux tickets d'or. Il y a 5 tickets d'or dans le monde et donc le cours est immédiatement annulé parce que c'est carrément l'heure d'aller acheter du chocolat, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que Willy Wonka est l'inventeur des lootbox. Carrément, de fou. Mais Willy Wonka, pour moi, ils essayent vite fait de le faire passer pour un mec un peu rêveur et tout. C'est juste un énorme commercial, hein. Enfin, genre là, je pense que, enfin, il s'est fait,
s'est fait des œufs en or, pour rester poli. C'est toute la question, ouais. C'est tout ce que... Ouais, bien sûr. Et donc là, on va voir un ensemble de scènes. Je te propose qu'on les évoque un peu tout ensemble, parce que pour moi, elles se résument très bien dans un thème qui s'appelle «Le monde devienne fou». Et donc, on va avoir plusieurs petits extraits disséminés. Déjà, il y a la télévision, il y a les journaux télévisés qui vont parler de cette annonce, etc. On va découvrir quelqu'un chez le psychanalyste et en train de raconter qu'il a rêvé et qui dit oui, je suis très angoissé, j'ai rêvé que je trouvais un ticket d'or et que je savais où il était. Et d'un coup, le psychanalyste prend le truc hyper au sérieux et en mode dites-moi où c'était. Voilà, donc les gens vraiment sont très très atteints dans leur vie. Il y a un moment, on a une pénurie de chocolat Wonka. On va avoir un inventeur qui a créé une machine qui est censée déterminer statistiquement dans quelle tablette il y a un ticket d'or. Sauf que, comme on est trop en train de faire une critique de la société et de la technologie, en fait, la machine ne fonctionne pas du tout et elle donne même des résultats en disant c'est pas bien de tricher, gros nul. Et moi, il y a une dernière scène qui m'a fait beaucoup rire. C'est celle d'une femme où clairement on lui dit là où il faut choisir entre la vie de votre mari et les barres de chocolat Willy Wonka. Et elle dit il faut que je réponde tout de suite. Tellement elle est en hésitation. Ouais, et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que certaines de ces scènes sont aussi présentes dans le livre, Oui, notamment celle de la machine. oui, pas toutes, et puis c'est pas exactement. Enfin, genre la machine, c'est une machine qui détecte l'or et qui est censée choper les tablettes avec de l'or, sauf qu'en fait ça marche pas et ça attrape la dent en or d'une madame qui. Ah oui? Ah ok. Je me souvenais plus. Ok. Et oui, mais en tout cas, il y a aussi cette logique chez Roald Dahl, mais ça passe beaucoup plus vite. Et là, on prend beaucoup plus le temps. Et je trouve que certaines de ces scènes sont vraiment bien, pour le coup. Alors, il y en a qui sont pas très drôles, hein. Enfin, genre, par exemple, en effet, à un moment, il y a pénurie de chocolat, donc ils mettent des boîtes Wonka aux enchères, et on comprend que les gens se les arrachent à prix d'or. Bon, ça, ok, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas, voilà. Mais en effet, celle de la meuf qui hésite pour son mari, moi, le psychanalyste, ça m'a fait un peu rire aussi. Donc en fait, je trouve ça quand même plutôt sympa comme montage. Ce que je trouve sympa aussi, c'est le côté où on nous montre le monde dans lequel vit Charlie et la chocolaterie, quoi. Oui, On nous explique les conséquences et on nous dit que... On nous fait un portrait d'à quoi ressemblent les adultes dans ce monde, pour bien nous faire comprendre que le monde, il est pas cool, quoi. Que les gens sont complètement drogués, ou matrixés, en tout cas, par ce côté lootbox, que les gens se les arrachent, que les gens perdent complètement sens commun, etc. mm. Et ça, pour le coup, je trouve ça bien de... C'est pour ça que je dis qu'il y a une critique de la société dans le film, quoi. On a toute cette première partie du film où vraiment on nous dit, bah, le monde, il va pas bien. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, encore une fois, le problème, c'est que ça ne saute pas jusqu'au bout des choses. Et que la critique, elle s'arrête un peu au milieu du guet. Mais c'est bien d'avoir essayé, quoi. Carrément. Et pour le coup, j'ai moins... Enfin, il y a aussi cette critique dans le livre, bien sûr. Mais comme ça passe plus vite, j'aurais tendance à dire que c'est moins marqué. Mm. Et je te propose qu'on continue en n'étant pas tout à fait chronologique. J'essaie de réunir un peu les scènes. C'est une révolution, ça. C'est une révolution, ouais. Écoute, ça fait plus d'1 an d'épisode, il est temps de se renouveler, hein. Et il est temps de découvrir qui vont être les 4 premiers tickets d'or. Oui. Et avec ces 4 tickets d'or, on découvre aussi les 4 thèmes qui vraiment tiennent à cœur à Roald Dahl. C'est vraiment les 4 thématiques où il se dit il faut que je dois dénoncer, quoi. Voilà. Les 4 problèmes dans le monde. Les 4 cavaliers de l'apocalypse. Si vous réglez ça, tout ira mieux dans le monde. C'est ça. Et on va commencer par le premier problème, qui est vraiment pas des moindres, visiblement. Attention, ici je rentre en full ironie. Attention, zone d'ironie. Donc le premier ticket d'or, il est découvert par Augustus Gloops. Augustus Gloops. Augustus Gloops, qui est un jeune Allemand qui a la particularité de manger énormément. Et qu'est-ce qui se passe quand on mange énormément? On est gros. Et visiblement, Roald Dahl, alors c'est pas que dans le livre, c'est pas que sur le personnage d'Augustus Gloops, mais il y a plusieurs personnages qui sont très désagréables et qui, étonnamment, sont gros. Et voilà, je me permets, hashtag grossophobie. Voilà, Roald Dahl, je call out. Waouh. C'est osé quand même.
Non, non, complètement d'accord. Ça, c'est vraiment oui, c'est aussi un peu pour moi, c'est un peu un truc de l'époque aussi, qu'on a déjà vu et ça, pour le coup, tu vois, c'est présent dans le film de Tim Burton aussi, c'est présent enfin, de toute façon, la grossophobie, on n'en a pas fini avec et c'est ça veut j'allais dire: «Ça va mieux», mais je peux même pas dire ça, je crois. Enfin, voilà, je Je vais faire mon coming out grossophobe. oh putain, Euh, waouh, Je déteste les le gros, en podcast, ça fait. reste ici, en fait. Genre, qu'est-ce qui se passe? Non, comment dire? J'ai sans doute beaucoup d'éducation à recevoir là-dessus. Donc, c'est un peu la hot tech nulle que je vais faire, mais je la fais pour être transparent sur ce que je pense. Comme ça, vous aurez l'occasion de me corriger, de me dire pourquoi j'ai tort. Vraiment homme cis, blanc, hétéro qui dit: «Faites mon éducation, s'il vous plaît». Bah écoute, on ne s'en fait pas. Non, ce que je veux dire, c'est que évidemment, la grossophobie, c'est mal. Après, il faut aussi distinguer la situation où une personne est en situation de surpoids dangereuse pour sa santé, quoi. Augustus Gloop, sans parler de son comportement, on ne sait pas trop s'il est dans une situation de juste, il est gros et il fait pas 36, il fait pas taille 36, quoi. Mmh, Ou est-ce qu'il est dans une situation de danger mortel lié à son surpoids et son obésité, quoi. Et oui. c'est pour ça que j'ai toujours un peu du mal avec le fait de nous dire ah le personnage gros n'est pas intéressant dans le sens où en fait oui, enfin pour avoir une société saine, il faudrait qu'il y ait personne en situation d'obésité morbide, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je mets ma casquette de d'éducation. Ça y est, C'est très gentil. c'est mon moment. Non, mais en plus, je me dis: «C'est intéressant, autant en parler», sachant que je parle aussi en n'étant pas une personne, concernée. Enfin voilà, juste, je me suis pas mal renseigné sur le sujet et cetera. J'essaie d'être intersectionnel. Quand je parle de grossophobie, je parle de représenter un personnage en justement obèse ou enfin gros ou obèse, je sais pas si on peut vraiment différencier les 2. Ce qui est problématique, c'est qu'Augustus Gloops, il est quand même représenté comme, un enfant très désagréable. Dans le livre, typiquement, on met vraiment beaucoup en avant le fait que ses parents, il y a un peu ce côté, on essaye de se moquer du fait que ses parents sont en mode, «Ah mais juste il aime bien manger, il a besoin de se nourrir, ça fait partie de son métabolisme, il a besoin de vitamines». Et il y a quand même ce rapport avec le fait qu'ils sont un peu concons parce que pour eux, bien se nourrir, c'est en fait, ils laissent, leur enfant se gaver de chocolat, c'est vraiment des abrutis, ah ah! Alors qu'en fait, dans la vie, les gens font pas comme ça, en vrai. Enfin, en fait, ce qui est gênant, c'est d'encore une fois rattacher l'image d'une personne grosse à l'image de quelqu'un qui mange mal, Ouais, ok. qui, enfin, c'est vraiment le cliché de la personne qui mange mal, qui fait pas d'efforts physiques, et qui en plus est un peu con et désagréable, quoi. Vraiment, il y a un ensemble de ça et ça, c'est de la grossophobie. Et c'est bizarre parce qu'il y a une autre autrice anglophone dont on ne prononcera pas le nom, qui raconte une famille où ils sont tous, en surpoids et ils sont tous, odieux et ils torturent le personnage principal. Bizarre. Il y a aussi la question de justement qu'est-ce que c'est la grossophobie dans notre société? Et là, tu vois, tu parlais de, oui, mais il y a aussi, des situations où c'est, mauvais pour la santé d'être en surpoids et cetera. Et c'est vrai, mais en fait, il y a aussi des situations où c'est mauvais pour la santé d'être en sous-poids. Et ça, étonnamment, on en parle quand même vraiment très peu parce que ce qui est valorisé dans notre société, c'est la maigreur, c'est la minceur, et cetera. C'est survalorisé, alors qu'en fait, c'est hyper, hyper dangereux en fait, d'être trop maigre, de se priver de nourriture, de voilà. Être gros, bien manger, si tu es bien dans ton corps, si, tu pas de problème de santé, si, et cetera, en fait, c'est pas grave. Effectivement, avoir un poids, en fait, quel qu'il soit, qui va, amener des problèmes de santé et des problèmes, physiques, quoi, c'est un problème. Ce qui est bizarre, c'est que la société, elle se concentre essentiellement sur les personnes grosses. Et sachant que aussi on a tendance à vachement se désinformer sur qu'est-ce que c'est être gros et donc il y a beaucoup de personnes qui vont vraiment attribuer ça à un manque d'effort, alors qu'en fait, il y a aussi une réalité morphologique, et on n'a pas tous le même métabolisme, et on n'a pas tous, enfin donc on n'a pas tous la même façon de digérer les aliments, on n'a pas tous la même façon, de juste même naturellement de base, notre poids et notre morphologie, elle est pas la même en fait. Et donc en fait, le problème que ça a, c'est que ça vient, tout de suite la moindre représentation de supposé surpoids, en fait, elle va être vue comme dramatique et comme problématique pour la santé, alors qu'en fait, avant d'être, dans un surpoids qui va être, problématique pour ta santé, c'est quand même, il y a de la marge, quoi. Et en plus, quand bien même on serait en surpoids, dans un surpoids qui serait problématique,
la façon dont on le traite dans la société n'est pas normale, en fait. Voilà. Désolé, pour les personnes qui vont nous écouter et qui seront mieux informées. N'hésitez pas, justement, si vous avez d'autres infos ou des ressources là-dessus. C'est un peu je pense que mon discours est encore un peu ambigu et un peu maladroit, sur certains aspects, mais voilà, en tout cas, ce que je peux en dire. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Dans le film, c'est clair et certain que les personnages gros ne sont pas représentés de manière très flatteuse, quoi. Maintenant, faut quand même aussi préciser que globalement, il n'y a pas grand monde qui est présenté de manière très flatteur. Parce qu'en gros, à part Willy Wonka et Charlie et peut-être son grand-père, tout le monde va mal. Mais oui, j'entends bien sûr, et je suis tout à fait d'accord bien sûr, sur les problèmes, enfin sur les problèmes de sous-poids et de surpoids quand ce n'est pas dangereux pour la santé, dans les deux sens. C'est vrai que j'avais pas forcément conscience, ou je l'avais pas forcément compris comme, enfin, je l'avais pas forcément intégré le fait que, en effet, le problème de la grossophobie, c'est pas tant le poids d'une personne en tant que telle que la façon dont le poids va être traité, notamment au niveau médical. Mais du coup, ouais, je suis d'accord. Oui, parce que typiquement, tu as plein de personnes grosses, qui vont te dire, «Bah, en fait, je suis allé voir un médecin parce que j'ai un rhume» et en fait, le médecin, il va parler que de mon poids alors qu'en fait, j'ai un rhume. Enfin, tu vois, tu as des situations, et en fait, la société a été pensée et adaptée pour une morphologie, «désirable» entre guillemets, et étonnamment, cette morphologie désirable, elle incite à être mince et être maigre. Ouais. Que ce soit, la taille des sièges dans les transports, que ce soit, enfin, voilà, quoi. C'était notre petit instant militant et ce n'est sans doute pas fini parce qu'on va parler du deuxième ticket d'or qui a été, découvert par Veruca Salt. Veruca Salt ou Veruca la Sale Bourge. C'est mon c'est mon moment, je suis classiste. Attention, parce que faire des jeux de mots avec les noms de famille, c'est mal vu, hein. Ah bon? Il faut le dire à Roald Dahl, hein, parce que là, ça va pas du tout, Veruca Salt, c'est une grosse bourgeoise dont le père est propriétaire d'une usine de noisettes. Et donc, sa façon pour trouver un ticket d'or, ça ne va pas être de manger beaucoup de chocolat comme Augustus Gloop. Ça va être tout simplement de demander un ticket d'or à son père. Et donc, son père va acheter des milliers de tablettes et va demander à toutes ses ouvrières, parce que ce ne sont que des femmes qui travaillent dans son usine, d'ouvrir des tablettes pendant 2-3 semaines jusqu'à trouver un ticket d'or. Ouais. Et dès que Veruca Salt a son ticket d'or, elle est très contente pendant environ 0,5 secondes et elle décide de demander autre chose parce que c'est pas suffisant. Donc elle veut un poney. Oui, Veruca, c'est vraiment la daddy's girl, quoi. Ouais, ouais. Bah c'est l'enfant à qui tout est donné. Ce qui est aussi un problème selon Roald Dahl, hein, surtout ne chouchoutez pas vos enfants. Oui. Faites-les travailler le plus tôt possible. Comme Charlie, c'est comme ça que vous deviendrez une bonne personne. C'est ça, pour être un bon enfant, il faut aller à l'école, travailler, quand on est mineur et surtout ne rien demander. Non, après, il y a quand même une marge qui est que là, elle fait que demander des choses et surtout elle est «pourri gâtée» entre guillemets, quoi, comme Oui, on peut dire, c'est ça. enfin, elle obtient tout ce qu'elle veut tout de suite sans effort, et heu et et pour moi, là, pour le coup, on est vraiment dans le film, on est quasiment plus sur une critique du capitalisme en soi parce qu'il y a vraiment cette image les riches qui vont exploiter la force, des travailleuses, pour, continuer leur propre enrichissement, quoi. Bah, ouais, vite fait quoi. Mais ouais. Oui, oui, non, mais bien sûr, c'est pas non plus, mais disons que, alors, en fait, moi, cette scène-là, j'ai trouvé que l'actrice qui joue Veruca, je l'ai trouvée pas mal, en fait, là, c'est parce que donc on la découvre dans une scène où elle est vraiment en mode, elle fait du chantage à son père, elle est vraiment, elle veut juste qu'il trouve son ticket d'or le plus vite possible et je sais pas, j'ai trouvé que la scène, elle était bien. Je trouvais que ça marchait bien et surtout, je trouve qu'il y a un mini ajout un peu dans le film. Je sais pas ce que tu en as pensé? Mais ils mettent un petit peu l'accent sur, la relation, entre elle et son père, où globalement tu comprends que en fait son père il fait tout ça parce qu'il supporte pas le fait qu'elle ne l'aime pas et je trouve que du coup c'est un peu plus juste sur pourquoi il y a des parents qui se retrouvent à être dans des situations où ils acceptent toutes les demandes de leurs enfants. C'est parce que des fois ça peut être un peu une dérive de c'est aussi plus facile à gérer, c'est aussi une façon de t'assurer que tu maintiens le lien et tu as l'impression que c'est comme ça que tu as une relation, d'amour, entre un enfant et un parent, quoi. Et je sais pas, j'ai trouvé ça un peu plus juste que dans le livre où c'est vraiment juste, full, «Oh là là, ces enfants pourris gâtés et riches». Même si bien sûr, oh là là, ces enfants pourris gâtés et riches, mais voilà. Oui, bah, de toute façon, je suis d'accord pour dire que globalement, cette critique est peut-être plus justifiée que la première, quoi. Après, c'est aussi
En fait, le problème, c'est que la critique de ces 4 enfants, à chaque fois, c'est la question de la relation entre le défaut de cet enfant et, la qualité de Charlie. C'est-à-dire que Augustus Gloop, il mange trop, Mm. et on nous le présente comme étant le mauvais enfant, contrairement à Charlie qui est le bon enfant. Mais en fait, Charlie, il a le même problème. Enfin, Charlie, il mange pas, quoi. On comprend qu'il mange un bout de pain le matin et un peu d'eau au bouillon le soir, mais c'est pas beaucoup mieux de ne rien manger que de trop manger, en fait. Enfin, c'est le même problème. Et j'ai envie de dire, c'est un peu pareil avec Veruca Salt, quoi. C'est-à-dire que Veruca Salt, elle est pourri gâtée. Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon enfant? Ben, selon Roald Dahl, il faut le mettre au travail à 6 ans, quoi. Bah, c'est pas non plus la bonne solution. Mm. Sans doute qu'en effet, la critique qui est faite dans Veruca Salt nous parle plus autant à toi qu'à moi, parce que voilà. Mais en fait, la critique, pour moi, elle est toujours pas bonne, quoi. Genre, oui, il faut pas avoir des enfants pourri gâtés. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut complètement se détacher de ses enfants et leur dire non, vous ferez tout seul, on va pas vous aider, sinon vous serez pourri gâtés. Il y a un équilibre à trouver, quoi. Le troisième ticket d'or, Siméon, est-ce que tu peux nous dire qui est-ce qui le trouve? Alors, c'est Violette Beauregard, si je me souviens bien de son nom. Donc, Violette Beauregard, c'est une enfant très compétitive, euh, qui d'habitude mâche du chewing-gum pour avoir le record de la personne qui a mâché un chewing-gum le plus longtemps, et qui décide, au vu des tickets d'or, de passer au chocolat. Et j'avoue que c'est sans doute celle dont je comprends le moins la critique. Ah bah, Siméon, c'est évident. C'est la compétition, c'est quoi? C'est le chewing-gum. Quoi? Quand tu lis le livre, tu te dis, ok, Roald Dahl, il déteste les personnes grosses, il déteste les bourgeois pourri gâtés, il déteste le chewing-gum. Les gens qui mâchent, en fait. Les enfants qui mangent du chewing-gum. Les gens qui mâchent du chewing-gum. Bah écoute, si on pouvait régler ce problème rapidement, parce que je pense que c'est pas le plus dur à régler. Ça ferait déjà 1 sur 4 et le monde serait 25% mieux du coup. Ah oui. Mais je suis complètement d'accord que c'est pas hyper clair. Tu sens effectivement qu'il y a un peu un truc de compétition, etc. Typiquement, c'est là où, désolé, je vais parler de Tim Burton. Dans le film de Tim Burton, il pousse à l'extrême cet aspect-là du personnage, et donc ça devient plus intéressant. Enfin, ça devient une caractéristique à critiquer qui est un peu plus pertinente, je trouve. Alors que là, c'est un peu sous-entendu, que ce soit dans le livre ou dans le film, c'est pas trop assumé. Ouais, critique moins compréhensible. Après, on pourrait imaginer un truc ouais, d'individualisme, quoi. Le côté compétitif, le côté Violette, elle en fait qu'à sa tête, elle dirige à la baguette ses parents, elle refuse d'écouter leurs ordres, etc. Alors qu'à côté, on a Charlie qui fait attention à ses grands-parents, qui est sage et respectueux. Mais c'est vrai que c'est pas très très clair. Comme tu dis, Violette, c'est quelqu'un qui mange du chewing-gum, et là, en plus, on sait pas trop. Enfin, en fait, ce qui est bizarre, c'est que du coup, on a l'impression qu'elle a trouvé le ticket d'or, mais enfin, elle l'a trouvé entre guillemets normalement, quoi. Enfin, par hasard, un peu comme Augustus Gloop. Ouais, c'est ça, elle a eu de la chance. Enfin, je sais pas. Effectivement, Violette Beauregard, je sais pas trop quoi en penser non plus. Mais c'est peut-être logique qu'elle a eu de la chance si ce que Roald Dahl veut critiquer, c'est la compétition, quoi. C'est une façon de dire, en fait, Oui, oui, peut-être. tu ne te fais jamais tout seul, tu as toujours aussi une part de chance, une part d'héritage, une part de tout ça. Ouais, je comprends pas. Ouais, j'imagine. Quatrième ticket d'or, il est trouvé par, attention, jeu de mots avec le prénom et le nom de famille, Mike TV. Est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est qui Mike TV? Mike TV est un jeune garçon qui passe tout son temps devant la TV. Waouh! Et c'est un garçon qui adore les films, alors soit de gangsters, soit de cow-boys, qui se balade avec 15 pistolets en plastique sur lui à toute heure, et qui globalement ne fait rien d'autre que regarder la télé, quoi. Bon, là, la critique est claire, hein, c'est les gens qui s'abrutissent à regarder la télé. Comme quoi, Roald Dahl déteste ces news, je pense. C'est clairement ce qu'il a voulu critiquer. Je pense que Mel Stewart, il a un truc contre Tarantino parce que Mike TV dans le film, il ressemble vraiment à un mini Tarantino. C'est vrai. Il a l'air coquet pareil, il a l'air fan des cowboys pareil. Et là encore, j'ai un peu du mal avec la critique, parce qu'évidemment, perdre son temps sur les réseaux sociaux ou sur la télé, c'est un peu dommage. Maintenant, ce que fait Mike TV, c'est quand même qu'il regarde des films. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment perdre son temps?
Peut-être que je suis complètement abruti par les écrans et qu'il faudrait que j'aille toucher de l'herbe dehors. J'entends. Bah, je pense, hein. J'entends. Mais peut-être que la critique a un peu vieilli. Parce qu'aujourd'hui, on fait tellement pire que de regarder des films, quoi. Moi, j'aimerais regarder des films, mais j'ai pas le courage. Donc on vous a parlé des 4 premiers tickets qui ont été trouvés. Il faut savoir que entre ces différents tickets, on a quelques scènes qui nous montrent un Charlie de plus en plus en dépression parce que Charlie, à chaque ticket qui a été découvert, il comprend que sa chance, s'amoindrit parce que Charlie, lui, il rêve, d'obtenir un ticket, bien sûr. J'ai pas noté la scène, mais normalement, il reçoit une tablette en chocolat pour son anniversaire. Ouais. C'est avant, je crois. Bah voilà, il y a le premier essai de Charlie, en fait, pour avoir le ticket d'or, c'est le jour de son anniversaire où chaque année, il reçoit une barre de chocolat. C'est la seule qu'il peut manger de l'année et donc évidemment, le jour de son anniversaire, il n'y a pas de ticket d'or. On va voir une autre scène où Charlie, va se plaindre auprès de sa maman. J'ai noté soupe de chemise parce que donc sa maman, elle, travaille, je pense elle travaille avec des vêtements. Enfin, je sais pas ce qu'elle fait avec les Oui, elle est lessiveuse, quoi. les lessiveuses, quoi, voilà, et donc il touille une chemise dans l'eau et je te mode: «Mais ils sont si pauvres qu'ils doivent manger des de Oh là l'eau de là. vêtements? Qu'est-ce que c'est?» Maëlo bourgeois qui ne connaît pas le travail des prolétaires, qui pense que les pauvres mangent des chemises. Ouais, j'ai pas compris. Non, bah, elle lave des chemises, quoi. Et non, et là, en plus, cette scène, moi, elle m'a trop saoulée parce que sa mère, genre vraiment, Charlie, il est en mode, tu sais que je vais pas le trouver, tu sais qu'on est trop pauvre et tu sais que voilà. Et elle lui dit juste, un jour, les choses vont changer. En mode, accepte ton sort de pauvre et t'inquiète, t'es qu'à tes frères, un jour, ça Ah, va bien se passer, quoi. J'étais en mode, mais c'est pas possible de dire ça. Heureusement qu'elle a une chanson après et que la chanson, elle est un peu mimi. je l'ai pas vécu comme ça. Ah, tu l'as pas vécu comme ça? Ouais, moi je l'ai vécu comme un truc de une mère qui rassure son fils, quoi. La vie est dure, mais il faut avoir espoir pour le lendemain, quoi. Ouais, d'accord, bon, ok. Après, peut-être que là, on est face à une différence fondamentale dans notre système de pensée, qui est que tu es peut-être plus révolutionnaire que moi. Non, ouais, je sais pas. Peut-être, ça dépend sur quoi. Après, bon, t'as fait ton coming out grossophobe Oui, il y a donc c'est déjà 10 minutes. une belle différence. Non, mais la belle différence, c'est que t'es un mec cisgenre blanc et que je suis une personne non-binaire blanche, mais bisexuelle Oui, et, et c'est sûr. polyamore, donc ça fait beaucoup. Mais ça nous empêche pas d'être amis. C'est ça la mixité. La République. Waouh! Donc Charlie, ensuite, a la chance d'avoir un super grand-papa, Joe, qui lui a acheté une tablette en scred. Et ça ne enfin, sauf qu'il trouve pas le ticket, quoi. Enfin, voilà. Grand-papa Joe qui, dans le film, est complètement accro au lootbox, hein. Oui, 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 clairement. Il fait vraiment peur en mode: ah, il faut le trouver, il faut le trouver, il faut dépenser plus d'argent. Ouais, ouais, il est grand-papa Joe, ça a un peu trop bien marché sur lui, je pense qu'en fait, s'ils sont pauvres, c'est parce que grand-papa Joe, il a trop joué au jeu. C'est toute sa faute. En fait, les pauvres sont pauvres, à cause d'eux. Parce qu'ils dépensent mal leur argent. Ils achètent du coca, là, plutôt que d'investir dans la bourse. Du coup, ils sont pauvres. Ouais, c'est ça. C'est dommage, hein. S'ils étaient plus intelligents, peut-être qu'ils seraient pas pauvres. Oh là là, le gosse. On a un événement aussi qui diffère du livre, qui est l'apparition du 5e ticket d'or, où ça y est, on nous annonce dans les journaux qu'un millionnaire a trouvé le ticket d'or. Et donc, juste après, on a le prof de sciences qui va faire un cours de maths sur les statistiques en mode, voilà, maintenant que le concours est fini, statistiquement, quelle chance vous aviez de trouver le ticket? J'étais en mode, ce prof est horrible. Genre, c'est juste hyper méchant. C'est pas dans le livre? Ça, c'est pas dans le livre, le 5e ticket. Ah ouais, ok. Bah, autant pour moi. Ou alors j'ai lu en diagonale, hein, mais moi j'ai vraiment la sensation que le livre il est beaucoup plus expéditif. Oui, alors oui, on est d'accord. Tu vois, toute cette période justement des tickets qui sont trouvés, genre vraiment dans le bouquin ça s'enchaîne quoi. T'as vraiment premier ticket, deuxième ticket, troisième ticket. Enfin, voilà. Alors que le film il dissémine un petit peu avec d'autres scènes de Charlie, d'autres, tu vois, ça prend un peu plus son temps. Et il faut aussi noter un truc dont on n'a pas du tout parlé, qui est la présence d'un autre adulte hyper chelou, Oui, l'homme à la cicatrice. l'homme à la cicatrice, qu'on comprend être Slugworth, donc un concurrent chocolatier de Wonka.
À chaque fois qu'un enfant découvre un ticket d'or, cet homme apparaît genre derrière son épaule et va lui chuchoter des mots à l'oreille. Et vraiment, il est trop proche des enfants. Enfin, vraiment, c'est... Oui, Que fait la police? C'est pas possible de faire ça. T'es chocolatier, t'es trop proche des enfants comme ça, il y a un moment, il faut se poser des questions, hein. C'est grave. c'est du racisme anti-chocolatier à mes yeux, mais ok. Oui, oui, bien sûr. La grossophobie n'existe pas, mais le racisme anti-chocolatier, ça c'est vraiment mal, hein. Putain, oh my god. Ouais, on a parlé de Slug Wars, voilà. On a trouvé un 5e ticket d'or. Charlie est au bout de sa vie, et jusqu'à ce qu'il trouve un sou dans les égouts. Ouais. Et comme Charlie est pauvre, il va ramasser ce sou et il va aller se faire une petite crise de boulimie chez le chocolatier. Oui, il achète une troisième tablette et il est très déçu parce que là encore, il ne Non, il trouve est rien. pas déçu parce qu'il sait que c'est fini. Il sait que c'est. Et en fait, ils ont trouvé. Ce qui se passe, c'est qu'on nous annonce que le 5e ticket d'or a été trouvé. Oui, Charlie trouve l'argent. Il va s'acheter une tablette et tu comprends qu'il est en mode juste là j'ai besoin de me faire plaisir quoi. Et en fait il demande à acheter une deuxième tablette pour son grand-père. ouais. Il sort avec la tablette fermée et là dans la rue, comme de par hasard, les journaux disent le 5e ticket d'or était un faux. Ah oui, ok. Et donc il se dit oh, si ça se trouve j'ai dans ma main. Et là Charlie ouvre la tablette et c'est un vrai ticket, oh my god. Et donc là, il se fait agresser par tous les adultes, jusqu'à ce qu'il y ait un adulte qui dit «Cours Charlie, cours, ne donne ton ticket à personne!» Bah, c'est son patron. C'est son patron? C'est son patron de journaux, je crois. Parce que justement, il est devant le stand de journaux. Ah, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi il. Ah, mais oui. Parce que je disais, mais d'où cet adulte le connaît? Enfin, Et donc, en fait, moi, je trouve que ce film est très fort parce qu'en une seule scène, il permet à tous les spectateurs d'apprendre quand même 2 leçons de morale universelles qui te serviront pour toute ta vie. Ouais. La première, c'est toujours faire confiance à son patron parce qu'il veut ton bien. Et la deuxième, c'est si jamais vous avez perdu au jeu, eh ben rejouez parce que la victoire est juste après. Oui, même si le lot a été trouvé. On Voilà, apprend beaucoup avec toujours cette jouer. scène, hein. Vraiment, c'est un film éducatif. Faut toujours jouer, faut jamais s'arrêter. Même Voilà. quand on est pauvre, qu'on trouve de l'argent qui pourrait nourrir notre famille. Non, mais parce que ça, il faut quand même dire que cette scène, moi, je la trouve hyper problématique par rapport au livre, parce que dans le livre, ce qui se passe, c'est que on est dans un chapitre vraiment qui s'appelle La famille meurt de faim. Oui. Parce que le père s'est fait virer et qu'il n'a plus de travail. Et il s'est fait virer? Ok. Bon, en tout cas, ils sont vraiment en train de crever la dalle. Je crois que c'est un truc comme ça. Bon, en tout cas, ils sont en train de crever de faim, ils sont en train de dire que ça va pas du tout. Et vraiment, ce que j'ai trouvé bien justement dans le livre à ce moment-là, c'est que Charlie, dans le livre, globalement, il est hyper pur, innocent, hyper gentil. Enfin, c'est l'enfant parfait. Mm. Et c'est le seul moment où, en gros, il trouve de l'argent et là, il se dit je vais acheter du chocolat pour moi, pour me faire plaisir, quoi. Où il a un petit truc, c'est pas un défaut, on peut pas dire ça, parce que voilà, mais il a un côté un peu de. Pour une fois, il pense pas que aux autres, quoi. Mais ce qui est normal parce que c'est un enfant très jeune qui est en train de mourir de faim, en fait. Hein, donc voilà. Tout à fait. Et donc dans cette scène, normalement dans le bouquin, il achète la tablette de chocolat et il se gave parce qu'il est en train de mourir de faim. Alors que dans le film, il le représente en train de se gaver, sauf que tu as l'impression que c'est entre guillemets juste parce que il est frustré de ne pas avoir trouvé le ticket d'or. Et parce qu'en vrai, et moi ça c'est un truc qui me pose problème, c'est que tout le long des scènes où Charlie se plaint et est en dépression parce qu'il n'a pas le ticket d'or, il a ce truc de mais moi je le mérite mieux, je le mérite plus parce que moi j'en ai vraiment envie. Ouais. Et ça, alors que le Charlie du livre, il est pas trop comme ça. Moi, je préfère le Charlie du livre. C'est vrai que la scène où il trouve l'argent et où il le dépense, ça m'a pas choqué dans le film. Parce que, en effet, je pense que la famille est moins dans la merde que dans le livre. Et parce que, bah, comme tu dis, c'est un enfant, donc moi, ça me. Enfin, tu vois, le côté trouver de l'argent gratuitement par terre et être en mode, bah, ah, faut le dépenser maintenant, genre, je le comprends tout à fait, quoi. Charlie a trouvé le ticket d'or. Charlie rentre chez lui, et pendant qu'il rentre, il est accosté par Slugworth, donc l'homme étrange à la cicatrice qu'on voyait à chaque fois qu'un ticket d'or était trouvé. Et Slugworth lui propose un marché, en lui disant que donc il se présente et il explique qu'il est à la recherche d'un chewing-gum que Willy Wonka sera en train de mettre au point, et que si jamais Charlie lui apporte ce chewing-gum, Slugworth lui couvrira d'or, quoi. Mm. Et ça, c'est une nouveauté et c'est une nouveauté du film, parce que c'est un enjeu qui n'est absolument pas présent dans le livre. Et donc, on va avoir la lecture des règles un peu du ticket d'or. On nous annonce
que l'enfant doit se rendre le jour J devant le chocolaterie avec son ticket, accompagné d'un adulte. Ça, c'est la différence, c'est que normalement, c'est un ou deux adultes dans le bouquin. Et voilà, mais sauf que dans le bouquin, l'intérêt, c'est que c'est pour vraiment montrer que Charlie, il est différent des autres. Parce que tous les enfants, ils viennent avec leurs deux parents, et Charlie, c'est le seul qui vient avec son grand-père parce que c'est ce qui fait vraiment plaisir à son grand-père et parce qu'il est trop gentil de lui avoir proposé. Ouais, Et aussi parce que la mère, elle dit, je peux pas laisser les grands-parents tout seuls. bah, elle a du travail, hein. Elle a du Mm. Bah, dans le livre, elle travaille pas, elle s'occupe des grands-parents. C'est un travail. C'est son travail. Oui, oui, bien sûr, on pourrait parler de la rémunération des femmes au foyer, bien sûr, si tu veux, Siméon, mais Ouais, bah ouais, ouais. Bah. on a lu le ticket d'or, nanana, et Charlie propose à grand-papa Joe de l'accompagner à la chocolaterie. Et donc, on a une mini-scène où grand-papa Joe va chanter sa chanson, il essaye de se lever, ça fait 20 ans qu'il s'est pas levé et tout. Et c'est un peu long, voilà. Je sais pas ce que tu as pensé de cette scène, moi je l'ai trouvée un peu longue, alors qu'en plus, dans le livre et désolé, j'en parle encore, dans l'adaptation de Tim Burton, ils arrivent vraiment à avoir un côté beaucoup plus pétillant où le grand-père, je trouve qu'il dégage quelque chose de beaucoup plus enfantin et beaucoup plus, joyeux, parce qu'il utilise plusieurs fois le côté «youpi!» Enfin, et il a vraiment ce côté de grand gamin, et tu comprends vachement pourquoi c'est aussi lui qui est choisi pour, aller dans la chocolaterie. Et d'ailleurs, anecdote pour celles et ceux qui ont vu le film de Tim Burton, je sais pas si tu t'en souviens, mais donc le grand-père, il est présenté comme un ancien ouvrier de la chocolaterie et je trouve que scénaristiquement, c'est tellement bien et c'est tellement plus justifié que ce que fait le bouquin et ce que fait ce film-là. Et voilà, de toute façon, le film de Tim Burton, il faut que je regarde qui a fait l'adaptation, mais je trouve qu'il est tellement mieux écrit, enfin, mais sans commune mesure, genre. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que le film de Tim Burton, comme c'est un ouvrier, même si c'est pas trop exploité dans le film au final, on a juste une scène avec Willy Wonka et le grand-père, Mm. mais c'est beaucoup plus sympa. Là, je suis d'accord que c'est un peu long cette scène, et surtout, en fait, non seulement cette scène est un peu longue, mais en plus, on est quand même, dans mes souvenirs, sur un film qui fait 1h30, on est déjà à genre 45 minutes de film, en fait. Et ça, il faut quand même bien s'en rendre compte, c'est qu'on est à peu près à la moitié du film, on n'est toujours pas rentré dans la chocolaterie. Ouais, Alors que quand tu regardes Charlie et la chocolaterie, s'il y a un truc que tu veux voir, c'est vraiment la chocolaterie, quoi. C'est ça qui est intéressant. bah de ouf. Mais c'est ça aussi que j'aime bien avec l'adaptation du film, en fait. C'est qu'elle prend vraiment son temps et elle est beaucoup, beaucoup plus longue que les autres adaptations ou le livre sur la période pré-chocolaterie. Et du coup, elle va aussi beaucoup plus loin pour moi dans la critique sociétale, quoi. Mm. Parce qu'on prend vraiment le temps de nous présenter le monde de Charlie, en nous expliquant bien les problèmes des adultes, etc. Et donc moi, malgré tous les défauts de la critique, je trouve ça bien qu'elle prenne son temps là-dessus, et qu'au final, la chocolaterie, ça soit beaucoup plus rapide. Carrément. Comme on s'y attend, la scène suivante, c'est l'arrivée dans la chocolaterie. Donc on va avoir toute la foule devant la chocolaterie qui attend l'arrivée de Willy Wonka. Et donc on découvre le Willy Wonka de Mel Stewart, qui est donc interprété par Gene Wilder. Et est-ce que du coup tu vas en parler un petit peu parce que tu avais des choses à dire? Qu'est-ce que tu en penses? Il est beaucoup moins pétillant que dans le livre, je trouve. Et Oui, et dans l'autre adaptation, bien sûr. oui, carrément. Et effectivement, moi j'ai trouvé effectivement assez surprenant que la première apparition de Willy Wonka elle se fasse à 45 minutes de film. C'est quand même un parti pris intéressant et qui est pas assumé de la même façon dans le film de Tim Burton, mais bref. En fait, ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'on a beaucoup d'anecdotes sur Willy Wonka, sur ses chocolats, on nous cultive beaucoup plus la fantaisie du personnage Oui. et de un peu sa personnalité pétillante, alors que dans le film, c'est beaucoup moins le cas. Et on est vraiment dans le côté, les gens sont fans, on sait qu'ils sont fans de chocolat au point de vendre leur famille, etc. Mais bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Ouais, là, c'est un peu la première fois qu'on découvre Wonka. Ouais, Et c'est vrai que quand on connaît un peu le personnage, on ne peut qu'être un peu déçu, je pense. Dans le sens où on n'est pas du tout sur un type un peu foufou qui court partout, qui est très rigolo, qui est très bariolé. On est sur un Wonka assez calme. Mais bon, je trouve que ça aussi, c'est aussi très sympa, mais on en reparlera. et donc les enfants présentent leur ticket d'or à Willy Wonka et ils vont rentrer dans la chocolaterie où, première étape que leur fait faire Willy Wonka, c'est signer un contrat extrêmement frauduleux, puisque c'est un énorme contrat où plus tu descends dans ta lecture, moins tu peux lire les petites lignes. Et il leur dit allez-y, signez les enfants. Et tu comprends que c'est un truc en gros en cas d'accident, ce genre de truc.
La Willy Wonka Company ne saurait être tenue responsable, machin, blablabla. Blablabla. Les parents essayent vaguement de dire c'est un peu chaud quand même. Et ce qui est, genre, première phrase sensée des adultes du film. Mais les enfants sont en mode, bah les couilles, frère. Et voilà. Et donc, la première salle, c'est la salle du chocolat, où on va également avoir la chanson World Full of Imagination, qui est un peu la chanson connue du film, et que je vais pas chanter, parce que je n'arrive plus à chanter juste et que c'est le matin. Et donc cette salle, c'est un genre de jardin intérieur où tout est comestible, tout peut se manger. Dans le livre, on te dit que l'herbe est un mélange de sucre et de menthe, qu'il appelle le smucre. Je trouve ça assez drôle. Et surtout, la particularité de cette salle, c'est d'avoir une rivière de chocolat qui est brassée avec une cascade d'eau. Willy Wonka en est très fier, il dit qu'il est le seul chocolatier à faire son chocolat. À fouetter son chocolat comme ça. Et l'intérêt de cette salle, notamment Siméon, c'est de découvrir enfin qui sont les ouvriers mystérieux qui travaillent Oui, pour l'usine de chocolat. les Oompa Loompa. Ça va être un grand moment, ça. Je suis très content. Alors, tu vas faire un point Oompa Loompa tout de suite. Tu veux nous parler des Oompa Loompa, Siméon? Qui sont-ils? Alors, les Oompa Loompa sont une tribu. Je sais pas, c'est des humains, j'imagine. Je sais pas trop. Ouais. Ça nous est présenté comme un peuple un peu fantastique qui vivrait en Afrique. Non, c'est même pas. Non, dans le film, ils vivent à Loompaland. Ah ouais, mais dans le livre, ils ne disent pas qu'il va les chercher en Afrique? Si, dans le film, Ouais, c'est dans ça. le livre, c'est des petits Africains pygmées Ouais, c'est ça. d'un pays d'Afrique Voilà. inventé. Mais ils viennent quand même d'Afrique. Est allé chercher en voyage, quoi, hein, globalement. Il les a ramenés dans sa valise. Ouais. Et on comprend que globalement, ce sont des personnes qui se nourrissent de cacao et que du coup, Willy Wonka leur a proposé de venir travailler dans sa chocolaterie en échange d'une réserve de cacao illimitée. Et ils lui servent d'hommes de main, d'ouvriers, d'hommes à tout faire. Voilà, quoi. C'est pas très clair. Mais en plus, dans le film, c'est presque... Je sais pas si c'est pire dans le livre ou dans le film. Dans tous les cas, je pense que ce n'est pas OK. Mais dans le film, on a vraiment ce truc de les pauvres Oompa Loompa qui vivaient dans des conditions horribles et ils se faisaient manger par les bêtes féroces parce qu'ils sont tout petits. Et donc là, moi, ils sont en sécurité puisqu'ils doivent travailler dans mon usine de chocolat, putain. Et ne jamais sortir. Ils ne peuvent pas sortir voir la lumière du jour. Et alors, j'ai un petit doute dessus, j'avoue. Parce que, enfin, comment dire? En vrai, c'est gentil d'avoir... Alors, bah, en fait, c'est presque ce que je veux dire. Mais clairement, le monde tel que nous le présente Roald Dahl, il est très problématique sur plein de sujets. Et l'usine, c'est censé être un peu le lieu protégé, quoi. C'est le lieu magnifique, féerique, où tout se passe bien, tout le monde il est gentil, les méchants sont punis et les gentils sont récompensés. Et si on suit la logique de Roald Dahl, les Oompa Loompa ne sont évidemment pas exploités. Les Oompa Loompa sont protégés et vivent dans un endroit qui est génial pour eux. Donc ça, c'est clairement, je pense que c'est la vision qu'a Roald Dahl. Je pense que c'est évidemment très mal fait, et que quand nous, on le regarde aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de se dire que les Oompa Loompa sont exploités par un tyran qui les rémunère même pas, quoi, en gros. Mm. Et en même temps, enfin, comment dire, en fait, je pense que notre vision, elle est très biaisée par le fait que on ait notre propre vision de ce qu'est une usine et de ce qu'est un patron, etc. Alors même si, toi, je sais pas, mais moi j'ai l'énorme chance de n'avoir jamais travaillé à l'usine, donc je ne sais pas ce que c'est. Hein. J'en ai quand même une vision très négative. Oui. Maintenant, la réalité, c'est aussi que je pense que le travail, ça peut être bénéfique lorsqu'il permet de s'émanciper. Et je ne sais pas, en fait, ni dans le film ni dans le livre, quelle est la relation de travail entre Willy Wonka et les Oompa Loompa. Enfin, tu vois, est-ce que, pour dire clairement, est-ce qu'on est dans un système capitaliste où Willy Wonka, c'est le directeur et il exploite ses Oompa Loompa? Ou est-ce qu'on est dans une logique de société coopérative de production où, en fait, les Oompa Loompa ont une part de l'usine et où tout le monde travaille à égalité, où il n'y a pas de différence salariale? En fait, je me doute bien que dans la vision de Roald Dahl, on est plutôt dans la vision capitaliste. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que l'usine, en tant que telle, ce n'est pas forcément un truc mauvais. Je pense que ça peut aussi être un truc libérateur, protecteur, etc. Et que si c'est fait dans des bonnes conditions, on n'est peut-être pas dans de l'exploitation.
Et ce que je regrette, c'est que le film ne nous permette pas, ni le film ni le livre ne nous permet de savoir dans quelle situation on est. Donc je suis très mal à l'aise vis-à-vis de ces Oompa Loompa. Maintenant, je suis pas non plus forcément en mode ah les pauvres Oompa Loompa qui se font exploiter loin de chez eux quoi. C'est le moment où je mets de nouveau ma casquette. Ah ouais, vas-y, éduque-moi. Non, 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 en plus, je te rejoins carrément sur le côté vision biaisée de l'usine, parce qu'effectivement, moi non plus, j'ai jamais travaillé à l'usine, et etc., etc. Et j'adorerais qu'on soit sur un fonctionnement en coopérative, que les Oompa Loompa possèdent aussi des parts de l'entreprise, etc. Je pense qu'on a notre réponse avec la fin du film, où on y reviendra. Euh, mais en fait, ce qui me dérange justement, c'est l'idée déjà du... En fait, il y a deux situations différentes. Dans le livre, on a cette idée de l'homme blanc qui va en Afrique, découvre cette tribu de pygmées, etc. Et en plus, la critique dans le livre, c'est, vous vous rendez compte, tout ce qu'ils mangeaient, c'était des chenilles. Et ils mangeaient des insectes, nanana, nanana. Et heureusement, moi, je suis arrivée, je leur ai amené le cacao. Et du coup, ils adorent tellement ça, ils peuvent pas s'en passer. Et donc, ils ont accepté de venir vivre chez moi en échange de cacao, quoi. Donc, il y a quand même, en plus, on est sur un truc de... Ils sont enfermés parce qu'en fait, ils ne pourront jamais s'émanciper puisqu'ils vont être payés que en cacao. Ils vont jamais être payés en argent vrai qui leur permettra... Enfin, et en plus, il y a cette critique de leur alimentation, de leur culture, etc. Et ouais, enfin qui, moi, me dérange. Et avec en plus tout l'imaginaire de du coup, ils s'habillent comme chez eux, avec des peaux de daim et les enfants sont nus et machin. Enfin, donc tu te dis, on est vraiment sur un imaginaire raciste. Enfin, il n'y a même pas besoin de réfléchir dans le livre, c'est raciste, quoi. Enfin, vraiment, c'est hyper problématique. Ça, je suis d'accord. Ok. Dans le film, je pense qu'ils ont essayé d'atténuer ça déjà parce que les Oompa Loompa ne sont pas noirs, ils sont orange. Mais ils sont noirs dans le livre? Dans le livre, ils sont noirs. Ils sont vraiment décrits comme noirs, ils ont des cheveux crépus. Ah oui, ouais. Ok. Et on dit même, ah, c'est comme des pygmées. Il fait oui, c'est un genre de pygmée, quoi. T'es un peu en mode, ok, d'accord. Et donc, dans le film, tu sens qu'ils ont essayé d'atténuer un petit peu ça. Ils en ont fait des personnages orange. Parce que Dieu merci, je pense qu'ils se sont dit, ah, en 1971, on peut faire tourner des personnes de petite taille, mais on va peut-être pas faire tourner des noirs en peau de bête. Ça serait un peu limite. Et donc, ils sont orange. Ils viennent d'un pays qui n'est pas africain et qui est un pays inventé. Et je pense qu'ils ont essayé d'atténuer le truc en mode on critiquait pas leur culture, c'est plus on leur rend service en leur offrant un cadre de vie qui leur convient mieux, entre guillemets, quoi. Et donc, je comprends qu'on puisse être un peu plus dans l'ambiguïté, de se dire, bah, effectivement, leurs conditions de vie, du coup, elles sont forcément améliorées, vu que normalement, ils étaient tous en train de mourir dans leur pays, dans l'Oompaland, à se faire manger par des créatures sauvages. Mais en fait, cette idée du blanc qui va dans un pays étranger et qui juge quand même que les conditions de vie, elles ne sont pas bonnes. Tu sais, c'est un peu comme les parents qui adoptent des enfants étrangers et qui sont en mode oui, mais je lui ai sauvé la vie, tu vois. Enfin, qui est-ce qu'on est pour juger des conditions de vie des personnes d'un autre pays? Même si effectivement, là, on parle quand même de gens qui... Enfin, tu vois, je suis mitigé parce qu'effectivement, là, on dit quand même explicitement ils se faisaient tous tuer. Mais est-ce que vraiment c'est une si meilleure condition de vie que ça, que de les enfermer dans une usine où ils sont payés en chocolat? Tu vois, est-ce qu'en fait, c'est pas plutôt pourquoi est-ce qu'ils se font tuer? Est-ce que en fait, c'est pas parce que c'est un pays qui souffre de problématiques de développement et peut-être qu'ils ont moins de ressources à cause des pays autour. Enfin, tu vois, c'est en vrai souvent ces problématiques-là qu'il faudrait interroger. Est-ce qu'on peut pas essayer de faire en sorte que les gens aient des bonnes conditions chez eux? Enfin, tu vois, c'est comme de dire ah oui, ces pauvres Africains qui ont pas d'eau dans leur pays. Ouais, mais en fait, s'ils ont pas d'eau, c'est aussi peut-être parce qu'il y a tous les autres pays en surdéveloppement qui font de la merde écologiquement et qui détruisent la planète. Tu vois, enfin, il y a un peu un truc aussi comme ça de. Ouais, ouais, bien sûr. Je pousse le truc à l'extrême, bien sûr, et c'est un peu maladroit dans ma façon de le dire, mais... Et enfin, ce qui me pose problème, moi, ça reste quand même cette idée que, du coup, on est sur un homme blanc qui va récupérer clairement un peuple étranger pour les instaurer dans des conditions de vie où tu peux pas être sur un rapport égalitaire puisque tu es dans une dynamique de patron-employé. Et donc, en fait, à partir de là, effectivement, on n'est pas sur du... tu vois. Je trouve qu'à la limite, Tim Burton, il essaye un petit peu plus de personnifier ces personnages-là et ils sont un petit peu... Enfin, tu vois, t'as des Oompa Loompa dans le film de Tim Burton qui sont le psychologue de Willy Wonka, tu vois, enfin... Ouais. Ils ont un peu d'autres rôles et ils ont un côté un peu plus, entre guillemets, mis en valeur, je trouve, même si ça reste un peu critiquable.
Mais ouais, je pense qu'en fait, de base, de toute façon, peu importe l'adaptation, le matériau de base est tellement fucked up à ce niveau-là que c'est difficile d'en faire quelque chose de très correct. Je pense que c'est déjà tellement imbibé en fait de l'imaginaire du white savior, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, complètement. Ouais, non, je suis d'accord. Là, je relisais le bouquin en même temps que tu me parlais sur la description des Oompa Loompa. Et je suis complètement d'accord que c'est très raciste. Et notamment, enfin, il y a une phrase où il y a un des enfants qui demande si les Oompa Loompa ont une peau faite en chocolat. ouais, voilà. Typiquement, Bon, c'est pas génial. Mais je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que, comme on est dans un monde de fantasy, la putain de toi, comme dirait JDG, bah non, en fait, enfin, je sais pas, ouais, je pense que il y a un côté où je pense qu'on peut pas forcément appliquer dans le monde de Charlie et la chocolaterie ce qu'on connaît dans notre monde à nous, notamment en termes de colonisation, etc. Et c'est pour ça que je pense que les adaptations en film me poussent plus à me poser des questions. Maintenant, je suis complètement d'accord avec toi que tu as complètement raison quand tu dis qu'en fait, ils sont nécessairement dans une position inégalitaire, ne serait-ce que parce que le fait est qu'on est dans le pays de Willy Wonka et pas dans le pays des Oompa Loompa, quoi. Et que c'est Willy Wonka, enfin c'est la chocolaterie de Willy Wonka et pas la chocolaterie de Willy Wonka et des Oompa Loompa. ouais. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Donc dans cette salle, on a rencontré les Oompa Loompa et surtout c'est la salle où on va perdre Augustus Gloops parce que ne pouvant résister à son appétit insatiable, il va commencer à se gaver du chocolat de la rivière et il tombe dedans et il va se faire aspirer par un des tuyaux qui pompent le chocolat dans différentes salles de la chocolaterie. C'est bye pour Augustus Gloops. Il y a un truc que j'ai mal compris, qui va se répéter plusieurs fois, c'est la réaction des parents, notamment dans le livre, quand leurs enfants disparaissent. J'ai l'impression que selon la phrase, ils sont plus ou moins choqués. Hmm. Je sais pas si t'as eu le même effet. Genre, il y a des fois où ils sont en mode ah non, il faut sauver mon enfant. Et puis la scène d'après, ils sont oh tiens, c'est rigolo, il est coincé dans le tuyau. Et t'as un peu du mal à savoir s'ils sont tristes ou pas, s'ils sont. Enfin, Ouais. j'avoue que j'ai pas bien compris. Et je trouve que c'est un peu repris dans le film aussi. Hmm. Où, genre, tu vois, ils sont pas trop paniqués, quoi. Quand ils voient leur enfant disparaître sous la rivière en chocolat, ils sont en mode oh bah quand même, j'ai. Oh bah là, elle est un peu choquée la maman quand même. Bah, ouais, peut-être. Dans le livre, en tout cas, c'est pas du tout le cas. Dans le livre, le père, il est en mode ah oui, oui, non, mais je vais y aller, mais là, j'enlève mon veston tranquille, quoi. Je vais pas me salir. Oui, mais parce qu'en plus on critique les parents en plus dans le bouquin. Et dans le film même, enfin, tu vois, alors je me souviens plus bien, mais c'est peut-être le grand-père de Charlie qui parle de l'effet de succion quand Augustus est dans le tuyau. Et qui dit ça très calmement, genre ah bah là, il va être aspiré d'un coup, machin. Ouais. Enfin, je sais pas, tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui est pas clair sur les parents, Mm. même en tant que groupe social, quoi, où ils ont pas l'air de beaucoup s'occuper des enfants, quoi. Et ça, j'ai pas bien compris ce que le film et le livre essayaient de nous faire comprendre. Oui, il y a un truc que je trouve hilarant en tout cas, c'est que les moments où tu as des parents qui sont paniqués, ils sont mais qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir et tout. Et là, Willy Wonka qui sort son petit flutio, j'ai tout, 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 tout. Non, je m'en bats les couilles, frère. Ouais, ouais. Ou qui dit, genre, quand la mère le dit, mais il va devenir de la guimauve. Et Willinka dit, impossible, la salle de la guimauve n'est pas du tout ici. Ça. C'est complètement neuneux, il va devenir autre chose. Non, en plus, je trouve que dans le film, il y a beaucoup plus d'ambiguïté sur le sort des enfants. Oui, parce qu'on n'a pas la scène de fin, ouais, ouais, c'est Ouais. vrai. Ok, alors après ça, c'est le bateau. Le tunnel de la mort. Ouais. Le bateau qui n'est pas le même que dans le livre, qui est un bateau bleu random, Ouais. nul. Alors que dans le livre, on nous dit c'est un yacht. J'ai pas bien compris, mais yacht. c'est un yacht presque transparent. Un yacht, on dit un yacht. Ah. C'est là qu'on voit que t'es pas vraiment un bourgeois. C'est pas dire yacht. Ou peut-être que je fais semblant. C'est censé être un yacht rose en bonbon, quoi. Comme dans le film de Tim Burton, bref. Il nous dit que c'est plus ou moins transparent. Enfin, j'ai pas bien compris la description, mais ouais. Ouais, donc moi j'ai pas grand chose à dire sur la scène du tunnel, juste dans le film c'est flippant. On a l'impression que c'est un peu psychédélique et tout. Ouais, bah moi je me suis dit on tombe dans le film d'horreur hein, quand même. Hein. Moi je trouve que c'est absolument affreux ce qui se passe. Et ensuite, je crois que c'est la scène du bonbon, non? La salle des inventions, ouais. On est dans la salle des inventions où on va découvrir plein d'inventions différentes. C'est la salle où on va avoir un aperçu du chewing-gum dont Slugworth a parlé. Et c'est celui-là, c'est le chewing-gum qui te permet de manger 3 repas différents? Non, c'est pas celui-là. Je sais plus. Non, celui de Slugworth, c'est le chewing-gum que tu peux mâcher qui ne perd jamais son goût. Voilà, ok.
Et donc là, à ce moment-là, Willy Wonka en donne un à chaque enfant, un peu en cadeau, voilà. Ouais, très mimi. Et ensuite, on a le chewing-gum qui fait 3 repas en un seul. Et que Violette décide de manger alors qu'on lui a dit qu'il fallait surtout pas le manger. Et donc elle se fait son petit repas. Et au moment d'arriver au dessert, hop, la tarte à la myrtille, et ben elle se transforme en myrtille. Et donc elle devient Violette. Elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et voilà, c'est fini de Violette Beauregard. Et il y a quand même une petite différence là aussi, qui est que le Willy Wonka du film nous explique juste que il a fait cette invention incroyable, que c'est pas au point, mais que ça va révolutionner la façon de manger et le goût des chewing-gums. Et ça s'arrête un peu là. Dans le livre, c'est un peu plus développé. Dans le livre, Willy Wonka commence à nous parler du fait que ça va en fait complètement détruire le business des restaurants. En disant en gros, demain tout le monde mangera comme ça, on n'aura plus besoin de boucherie, on n'aura plus besoin de Hmm. restaurant, les gens achèteront juste des chewing-gums chez moi et puis ça sera tout quoi. Et je trouve que c'est un changement qui dit beaucoup sur le Wonka du livre, qui du coup me paraît beaucoup plus antipathique parce qu'il est beaucoup plus dans un truc de business en fait quoi. Je trouve que le Wonka du livre, il y a plusieurs scènes où t'as l'impression que certes il est un peu fantasque, mais ça reste un entrepreneur, ça reste un capitaliste, et que son objectif c'est en gros de vendre le plus de bonbons possible et ça s'arrête là. Hmm. Alors que je trouve que le Wonka du film, il a quand même un truc plus attachant où c'est un peu un grand enfant, entre guillemets, et où il est dans un truc de je veux faire plaisir au monde et je veux faire des chocolats parce que j'aime le chocolat et je veux inventer des trucs qui plaisent aux gens et je le sens moins dans un objectif monétaire, quoi. Hmm. Ouais, ok. Je me suis pas. T'es pas convaincu? Celui du film, tu trouves qu'il est moins dans un truc monétaire? Ouais, Ok. Ouais, bah je sais pas, parce que dans le film, je pense que moi j'ai été beaucoup marqué par tout ce que ça engendre, l'engouement des tickets d'or. ouais. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un truc que lui voulait, tu vois? Enfin, Bah peu importe, enfin en vrai, ça fait brasser de la thune, quoi. Enfin en fait, je pense que moi j'ai été trop marqué par ça, alors que comme dans le livre, ils accentuent moins ça. En fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que dans le livre, il a un côté plus entrepreneur, où tu sens qu'il aime créer des choses, mais aussi parce que il faut enfin aussi parce qu'il est dans une optique de faire prospérer son entreprise. Mais ça me dérange pas parce que je trouve que c'est cohérent avec le personnage. Alors que dans le film, du coup, il a ce côté justement un peu plus fantasque, un peu plus foufou. La chocolaterie, elle a un côté un peu plus maison de fou, oulala, il y a des passages secrets, il y a des trucs qu'on comprend pas trop, hihi, haha. Et effectivement, il fait un peu genre juste, moi je suis un artiste et je veux juste faire du chocolat. Alors, enfin, je trouve ça un peu plus malhonnête, du coup, et moins assumé dans le film. Mais bon, ok. j'ai peut-être juste du mal avec les patrons de base, hein. C'est peut-être un biais personnel. Ouais, je sais pas, ouais. Après ça, c'est quoi? C'est... Il y a la salle des bulles. En fait, t'as une salle. Alors, j'ai pas trop suivi ce qui se passait parce que je commence un peu à saturer du film. Mais donc, c'est une scène qui est ajoutée par rapport au livre où, en gros, il y a des boissons pétillantes. Normalement, en fait, cette salle, elle est évoquée par Willy Wonka dans Ouais, le c'est bouquin, ça. et là, on rentre dedans. Et donc, à un moment, Charlie et son grand-père se retrouvent seuls dans la salle puisque les autres sont passés dans la salle d'après. Et le grand-père est en mode viens, Charlie, on va se prendre une petite gorgée, haha. Il faut que tu boives, Charlie! Il faut que tu boives de l'alcool. Tu es un adulte. Et donc là, on a leur petite aventure à eux où ils boivent la boisson pétillante et donc ils s'envolent à cause du gaz. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de rôter pour expulser le gaz. Et Voilà. cet ajout pourrait paraître anodin et rigolo, mais je suis en mode bah, vous avez niqué le principe du personnage en fait. Enfin, Je suis pas d'accord. oh là là, ok. Ouais, ça, je pense qu'il faudra en reparler à la fin. Peut-être qu'il faut. Ah ouais? Ok. Parce que je pense que, ouais, je te propose qu'on en parle quand cette scène-là, elle aura une conséquence. Ok. Je peux juste dire que sur cette scène, ce que j'aime bien, c'est que je trouve justement que ça relativise un peu le côté conte, où genre, il y a les bons et les méchants, quoi. Hmm. Charlie peut aussi faire des bêtises, et je trouve Ah, bien ça sûr. plutôt bien. Oui, oui. Mais on y reviendra. Juste après, on a la salle des oies, qui est donc, dans le livre, c'est une salle des écureuils, et des écureuils qui trient des noix, et qui trient les noix entre les bonnes noix et les mauvaises noix. Et là, c'est des oies qui pondent des œufs en chocolat. Et il y a une balance
qui détermine si les œufs sont bons ou mauvais, quoi. Voilà. Et donc c'est la salle où on va perdre Veruca, parce que Veruca, elle voit les oies qui font des œufs en chocolat en or. C'est ça, c'est des œufs en chocolat en or. C'est ça, c'est les poules aux œufs d'or, quoi. Et Veruca, évidemment, elle est en mode je veux une noix, je veux une noix. Et là, on a la chanson de Veruca. Et moi, j'ai mis un cœur parce que j'ai adoré la chanson de Veruca. J'ai trouvé que c'était super cette chanson. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime bien Augustus Gloop. Augustus Voilà, Gloops. Augustus Gloop. Et oui, dans Veruca fait son petit caca nerveux, elle commence à tout casser autour d'elle en chantant qu'elle veut une oie et des ballons et des salles pleines de rires et des chansons et machin machin. Et au final, elle s'assoit sur une des balances qui disent si l'œuf est bon ou mauvais. La balance indique mauvais, et donc elle va droit à la déchetterie. Ce qui inquiète beaucoup son père, qui va aussi aller sur la balance et qui est aussi mauvais. Donc, direction déchetterie ensemble. Et moi, je me demande si dans cette scène, ils ont mis des oies et pas des écureuils, parce qu'à l'époque, ils savaient pas comment ils allaient faire avec des écureuils, et que des oies, c'était plus facile d'avoir sur un tournage. Je pense qu'il y a de ça, ouais. Après, ça fait aussi un peu référence au mythe de la poule aux œufs d'or, machin. Donc, ça a aussi un sens. Et en vrai, ça marche un peu avec la personnalité de Veruca, enfin, tu vois, l'esthétique de Veruca, petite bourgeoise avec son manteau en vison et qui va être attirée par l'oie qui pond des œufs d'or. Tu te dis, il y a un truc un peu cohérent, je trouve. Enfin, moi, j'ai pas trouvé de changement dérangeant, quoi. Non, et je vais aller sans doute trop loin et tu vas pas être d'accord, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Moi, c'est aussi un des trucs qui me fait dire que j'aime bien Willy Wonka du film. Mhm. C'est le fait qu'il ait des os aux œufs d'or et qu'il arrive à les exploiter. Parce que normalement, dans le mythe de la poule aux œufs d'or, justement, c'est le maître de loi qui en veut toujours plus et qui finit par tuer la poule, et donc à perdre l'avantage qu'il avait avec les œufs d'or, quoi. Alors que justement, là, Willy Wonka, il y a ce truc où il sait arrêter, il sait jusqu'où aller, et il va pas trop loin, et du coup, il perd jamais sa poule. Hmm. Ouais, ok. Je sais pas si ça me suffit à l'aimer, mais très bien. Non, mais je sais pas, enfin... De toute façon, on en reparlera aussi. Décidément, on va parler de plein de trucs. Alors, juste après, c'est la salle de la télévision. Et oui, et la salle de la télévision, en gros, elle permet de transformer un objet et de le téléporter dans une télé, dans la télévision, quoi, dans une émission. Dans le livre, il veut vraiment l'exploiter pour faire de la pub pour le chocolat, parce que tu peux du coup attraper le chocolat à travers l'écran, et voilà, voilà. Voilà, l'idée c'est que une fois que tu l'as mis dans la télé, tu peux l'attraper et récupérer pour chez toi. Et donc Mike TV, le dernier enfant qui comprend tout de suite l'intérêt de cette technologie, se dit mais du coup si vous pouvez transporter tout ce que vous voulez, vous pouvez téléporter des humains, quoi. Donc il décide de se faire téléporter dans la télévision. Sauf que ce qu'il n'avait pas bien écouté, c'est que les objets téléportés apparaissent beaucoup plus petits qu'ils ne l'étaient réellement. Et donc tout d'un coup, il rétrécit, il fait plus qu'une dizaine de centimètres. Puisqu'il fait la taille d'un enfant dans un écran de télé, quoi. Et du coup, à son tour, il est bien puni. Ouais, c'est la fin de Mike. Il devient tout petit. C'est la fin de Mike TV. Et il ne reste donc plus que Charlie, son grand-père, et le sieur Willy Wonka. Et donc, quand Willy Wonka se rend compte que Charlie est le dernier enfant restant, il est en mode mais Charlie, c'est génial, tu as gagné. Ah non, pardon, ça c'est dans le livre. Bah, il lui dit quand même. Attends, qu'est-ce qui se passe? Non, Il lui dit félicitations, la sortie est par là, quoi. mais oui, oui, voilà, c'est ça. Il lui dit bisous, bye, quoi. Il lui dit c'est finito pepito, allez rentrer chez vous. Ah. Et le grand-père lui dit mais attendez, vous m'aviez promis Un prix en chocolat normalement. un camion rempli de chocolat, du chocolat à vie, etc. Ça, c'est dans le livre ou c'est dans le. Je sais plus ce qu'ils promettent. Mais en C'est tout cas, dans ils le sont film. censés avoir un. Dans le livre aussi, ils ont du Ouais. chocolat à vie, ouais. Et bon, du coup, le grand-père va demander leur dû. Et c'est là qu'on a la conséquence de cette salle des bulles où ils ont bu de l'alcool. C'est que Willy Wonka dit non, vous avez signé le contrat et donc vous avez menti, enfin vous n'avez pas suivi les règles. À cause de vous, il faut qu'on désinfecte la salle des bulles parce que vous avez touché le plafond. Nan, 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 laissez-moi tranquille. J'ai beaucoup de travail, machin. J'ai beaucoup de travail, machin. Et donc, le grand-père est en mode, eh ben, puisque c'est comme ça, on va aller vendre des informations à Slugworth. Et là, Charlie, il dit non. Il revient en arrière et il donne
le chewing-gum que Willy Wonka leur avait offert et il le rend à Willy Wonka. Et ce tout petit geste suffit à Willy Wonka pour dire génial, super Charlie, bravo, tu as gagné mon test parce que je suis une personne toxique et que je fais des tests secrets aux gens. Parce qu'on apprend que Slugworth est en fait un des employés de l'usine. Ce n'était pas du tout Slugworth, mais c'était un des employés de Willy Wonka, et que du coup, il était allé voir les différents candidats pour les tester et pour voir si ils accepteraient d'être fidèles à Willy Wonka ou pas, quoi. Tout à fait. Ce qui est Boring. osef. Ouais, c'est vraiment s'en tape, quoi. Enfin, on s'en tape et je reviendrai dessus quand il faudra parler de la scène ratée, mais bref. C'est très différent dans le livre, Très très puisque différent dans le livre, ouais. quand on apprend que Charlie est le seul enfant restant, Willy Wonka l'amène dans ce qu'il appelle l'ascenseur de verre, qui est donc un ascenseur qui permet d'aller un peu n'importe où, et il l'emmène droit chez ses parents, et il indique à Charlie qu'il lui offre sa chocolaterie pour quand il sera plus vieux, et pour prendre le relais de son travail. Voilà, et donc ils vont kidnapper sa famille, parce que c'est un peu ce qui se passe, parce que toute la famille est en mode non, hors de question. Ah, c'est complètement ce qui se passe. Hors de question qu'on aille dans cet ascenseur de fou qui vient de traverser notre maison et de détruire le toit, et donc ils poussent le lit des grands-parents dans l'ascenseur, en mode on s'en fout, on y va quand même, parce que du coup, Willy Wonka, il est en mode maintenant, tu vas vivre avec toute ta famille dans ma chocolaterie, et voilà. Et Willy Wonka dit même un truc genre, de toute façon, vous allez pas vivre ici, c'est de la merde votre baraque, on se casse. Ouais, Quoi. un peu ça. Et la fin du livre, ça m'a marqué. C'est, je crois que je sais plus, un des membres de la famille qui dit ok, mais est-ce qu'on aura à manger? Et il dit oui, t'inquiète. Enfin, la conclusion du bouquin, c'est vraiment sur cette idée qu'ils vont plus avoir faim. Ouais. Comme dans Le Roi Lion, au final. Vous n'aurez plus jamais faim. Oui, exact. Oui, oui, bien sûr. Et tout à fait. Pourquoi j'y avais pas pensé? La phrase exacte, c'est trouvons-nous quelque chose à manger là-bas demanda grand-maman. Je meurs de faim, toute la famille meurt de faim. À manger dit en riant Charlie. Oh, attendez voir. Faudra dire à Roald Dahl que si on mange que du chocolat, ça lui pose des problèmes aussi, mais bref. Et voilà, c'est la fin de Charlie et la chocolaterie. Comment on sait si Charlie et la chocolaterie c'était mieux dans le livre alors? Donc Siméon, est-ce que tu peux me dire l'élément d'adaptation qui est raté selon toi dans le film? Attends, parce que je viens de voir que j'ai appelé Charlie Billy. J'ai vraiment bien préparé cette émission. C'est quoi? Pourquoi je l'ai appelé Billy? Je sais pas, je suis malade. Bah, j'aime pas l'élément raté que j'ai mis. Ah, tu veux que je commence? Vas-y, commence. Ouais, l'élément raté, selon moi, c'est la fin. Voilà. C'est tout simplement la fin, quoi. Ouais, non, en vrai, j'en ai deux. J'en ai un tout petit. Je vais commencer par la fin. Pour moi, la fin, elle m'a vraiment donné une sensation d'être bâclé. Parce que donc on finit, on n'arrive même pas dans le film, on n'arrive même pas dans la maison des grands-parents, on est juste dans l'ascenseur qui vole, machin, et on nous annonce, Willy Wonka annonce à Charlie, tu as gagné ma chocolaterie, machin, machin, et voilà quoi. Et, et en fait, avec l'ajout de la scène des bulles, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça contrebalance un peu le côté conte avec les gentils, les méchants, etc. Parce que de toute façon, le film, il s'éloignait déjà de ce côté conte qu'avait le livre. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que comme ça se... Je trouvais ça intéressant le fait que justement Willy Wonka ils disent bah non en fait toi aussi t'es puni parce que comme les autres enfants voilà. Et le fait que Charlie il ait juste la petite action de donner le chewing-gum et que ça ce soit suffisant pour dire et voilà Banco tu as réussi mon test secret, et ben en fait ça m'a donné vraiment une sensation de bah en fait c'est trop facile, enfin il y a il y a un côté de il y avait tellement pas d'enjeu en fait sur cet espion Slugworth, et on nous en reparle vite fait pendant la visite de la chocolaterie. T'as très vite fait un moment Mike TV et sa mère qui en parlent et qui sont en mode ah ouais ça va intéresser Slugworth et tout machin, mais en fait ça prend vraiment finalement pas beaucoup de place. Et ouais, je sais pas, moi en tout cas, j'ai vraiment une frustration à la fin de bah, j'ai pas vraiment la sensation que Charlie il a mérité son prix du coup, en tout cas pas plus que les autres, enfin et et du coup, ça donne la sensation que c'est un peu facile quoi. Voilà. Et Après, en donnant le chewing-gum, il accepte. Enfin, pour moi, il y a quand même un enjeu dans le sens où Slugworth lui a promis monts et merveilles en échange du chewing-gum, quoi.
Donc il y a quand même, il renonce à beaucoup de choses, je trouve. Oui, 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 mais tu vois, en fait, je pense aussi que c'est bête, mais peut-être que ça m'aurait plus marqué si ça c'était présent dans le livre, parce que dans le livre, j'ai vraiment cette sensation de précarité très forte. Dans le film, ils ont l'air pauvres, effectivement, et ils ont l'air, ça a l'air chaud, mais moi, j'ai pas tellement. Enfin, comme ils sont vraiment dans cet enthousiasme constant de mais ça va aller, on va aller de l'avant et tout, bah du coup, tu te dis, ça m'a pas l'air difficile pour Charlie de refuser en fait cette offre-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que de toute façon, il est déjà dans un contexte familial où tout le monde est prêt à le soutenir et à lui dire c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Et même lui, il est dans une attitude très positive. Alors que dans le livre, tu vois, ce que je trouvais intéressant justement, c'est que le moment où Charlie il rentre dans l'usine, c'est un moment où ils commencent tous à être un peu désespérés, quoi. Parce qu'on nous dit quand même vraiment, ils sont en train de mourir de faim. Même Willy Wonka, quand il voit grand-papa Joe et Charlie la première fois dans la chocolaterie, il est en mode oulala, mais t'as la peau sur les os, t'as l'air de crever la dalle, quoi. Et ils ont un côté un peu humble de oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose à la maison, mais qui est peut-être un peu trop cliché dans le côté gentil pauvre, qui sont humbles et qui se plaignent pas, etc. Tu vois, mais je pense que dans le film, du coup, on n'est presque pas assez dans le côté gentil pauvre, on est presque un peu trop dans un côté de ces pauvres qui ont l'énergie, du désespoir et d'essayer de s'en sortir. euh, et donc, je me dis pas qu'ils en ont besoin de la chocolaterie. Enfin, tu vois, genre, je sais pas. Limite, en fait, peut-être que ça aurait été presque mieux si c'était Charlie qui avait refusé la chocolaterie parce qu'il se disait, mais en fait, il n'y a pas de raison que moi je l'ai alors que les autres, ils ont aussi fait des conneries, tu vois. Enfin, tu vois, presque Ouais. ça aurait Tu veux dire été. comme dans une autre adaptation, par exemple. Comme dans une autre. Alors, ça se passe pas exactement comme ça, mais dans l'autre adaptation, Non. ce qui se passe effectivement dans l'adaptation de Tim Burton, c'est que Willy Wonka est prêt à offrir sa chocolaterie à Charlie et il lui dit par contre tu dois venir vivre avec moi maintenant et sans ta famille. Ouais. Et dans le film de Tim Burton, ils ont rajouté tout un enjeu sur les relations familiales que Willy Wonka ne comprend pas du tout et qui fait qu'il demande à Charlie de sacrifier son seul bien qui est ses proches et Charlie il refuse. Et ça c'est dramatique parce qu'on a bien vu quelle était la situation de précarité dans laquelle il vivait et en même temps tu te dis bah, c'est vrai qu'il peut pas se passer de la seule chose très précieuse qu'il a et qui sont ses proches. Moi en tout cas cette fin là, moi elle m'a vraiment pas convaincu en tout cas. J'ai l'impression que ce qui te dérange dans cette fin, c'est surtout qu'on sent pas assez Charlie hésiter, quoi. C'est-à-dire qu'on sent pas que ça lui coûte de rendre le chewing-gum. Il le fait facilement, comme si c'était rien. Ouais, oui oui c'est ça. Ok, ouais, ça je comprends. C'est vrai que, en fait, ça arrive un moment où on a un peu complètement oublié Slugworth. Parce que Slugworth, on le voit très rapidement, c'est des petites scènes de 5 secondes où on le voit parler aux enfants. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on rentre dans la chocolaterie, on l'oublie un peu. Même le bonbon, en fait, on comprend pas tout de suite vraiment que c'est celui que veut Slugworth. Enfin, c'est pas très clair. Oui c'est ça, et on sait pas, l'accent est pas beaucoup mis dessus quoi. Enfin... Ouais. C'est vrai que moi, quand il le range, j'étais en mode ah oui, tiens, c'est vrai qu'il y avait ce truc. J'avais un peu complètement oublié, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et j'ai une mini scène, j'ai une mini scène que je trouve ratée, c'est celle où le grand-papa Joe a acheté une tablette de chocolat pour qu'il l'ouvre en cachette. Et donc l'idée elle est bien, mais je trouve que dans le film elle fait que accentuer un côté dramatique. Alors que dans le livre, ce que je trouve hyper chouette, c'est que c'est dramatique. Et donc on a cette sensation de, effectivement, Charlie commence à être vraiment, enfin il est vraiment triste parce qu'il a pas le ticket d'or et tout. Mais la petite différence qu'il y a, c'est qu'à la fin de la scène, ils éclatent de rire dans le livre. Parce qu'ils se rendent compte que c'est ridicule, qu'ils sont en train de manger du chocolat en scred alors que tous les gens sont en train de dormir. Et ça, je trouve ça hyper beau et hyper humain de réussir à rire d'une situation malheureuse. Et je trouve que là-dessus, c'est un mini ajout que si le film avait gardé, la scène aurait été très bien quand même. Alors qu'en plus, quand Papa Joe, là, il s'est pas levé depuis 20 ans et genre il allait acheter une tablette de chocolat. Dans le livre, il donne de l'argent à Charlie pour qu'il aille acheter. Mais bref, on s'en fout. Et toi, donc? Moi, j'aimerais revenir sur le temps qu'il a fallu pour rentrer dans l'usine. Parce qu'on l'a dit, ça a été très long avant de rentrer dans l'usine. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir regardé ce truc, d'avoir voulu présenter le monde plus en détail, etc. Mais je trouve, un peu comme on l'a déjà dit, qu'en fait c'est un peu mal timé, quoi. Et qu'au final, la montée en pression, elle n'est pas bien négociée. Et au final, toutes ces premières scènes où on découvre un peu le monde de Charlie, ben, on finit par trouver ça très long. Et c'est un peu dommage. Donc en fait, ce dont je voudrais parler, c'est pas tellement le fait d'avoir mis trop de temps à rentrer dans l'usine et à lancer vraiment l'intrigue avec la chocolaterie, quoi.
mais c'est le fait d'avoir pas réussi à faire suffisamment monter la sauce pour que on sente pas le temps passer, quoi. C'est ça dont j'avais envie de parler. Ok. Et quel est l'élément d'adaptation réussi selon toi, du coup? Et ben moi, du coup, j'avais envie de parler de Willy Wonka. Parce que je trouve que le Willy Wonka du film a une grande tristesse en lui qu'on n'a pas dans le livre. Je trouve qu'il a un côté un peu clown triste, notamment dans la première scène où on l'aperçoit. Donc on voit Willy Wonka qui sort de la chocolaterie, qui marche vers la foule. Et dans le film, on voit qu'il boite ou quelque chose comme ça. Il marche avec une canne, etc. Et il y a un grand silence, et puis finalement il arrive, il fait une roulade et il ouvre les bras, Hmm. et tout le monde applaudit comme si, oh là là, il nous avait bien eu Willy Wonka, machin. Mais en fait, je trouve que tout au long du film, il y a quand même plusieurs moments où moi je le trouve vraiment triste, le Willy Wonka. De ouf. Je trouve qu'il a un côté très mélancolique, un peu dépressif. Et en fait, moi je trouve ça assez sympa. Parce que dans le livre, j'ai pas du tout ressenti Willy Wonka comme ça. Dans le livre, il a toujours l'air très joyeux, très ouvert, etc. Et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose au personnage où on a envie un peu de comprendre pourquoi il est comme ça, quoi. Je le trouve beaucoup plus mystérieux avec sa tristesse que sans. Et bah, du coup, moi aussi, je vais parler un peu de l'adaptation de Tim Burton, où le Willy Wonka, il est très très étincelant, enfin, il a des immenses sourires, il a l'air de rien prendre au sérieux, etc. Et au final, je crois que je préfère cette version un peu triste, où j'ai l'impression qu'en fait, il prend au sérieux certaines choses. Je sais pas exactement ce qu'il prend au sérieux, je sais pas exactement pourquoi il est triste, mais on sent qu'il est touché, on sent qu'il est affecté. Et je trouve que ça le rend très très empathique en fait. Et voilà, donc moi je trouve qu'il est vraiment bien ce Willy Wonka là. Et ça change aussi de la version qu'on peut connaître plus mainstream du personnage. Ouais, si je peux rebondir, moi je trouve que la version de Tim Burton, il est quand même assez triste, mais aussi parce qu'ils lui ont rajouté un passé malheureux. Mais là où je préfère effectivement la version de Mel Stewart, c'est que je le trouve un peu plus peut-être réaliste, entre guillemets, je sais pas. Pas réaliste, mais en fait, ce qui me met mal à l'aise dans la version de Tim Burton, c'est qu'il a un côté très socially awkward. Il n'a pas du tout les codes, il n'arrive pas à parler avec les enfants et tout. Alors que celui de Mel Stewart, t'as l'impression qu'il sait effectivement où il va et ce qu'il fait. Enfin, le côté, il y a beaucoup de théories autour de Charlie et la chocolaterie, comme quoi depuis le début, Willy Wonka, il sait qu'il y a un enfant qui va disparaître par salle, etc. Enfin, il y a un côté un peu omniscient, etc., etc. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau moyen de transport, il y a pile le nombre de places suffisant. C'est censé passer pour des accidents, et en même temps, quand tu vois la fin, tu sais que son but c'était qu'il y ait qu'un enfant qui reste, mais du coup, tu sais qu'il pousse un peu aussi à ce que les enfants ils disparaissent, quoi, entre guillemets. Mais de façon globale, en fait, le Willy Wonka de Mel Stewart, il a un côté beaucoup plus sombre, aussi parce que justement, on a beaucoup plus d'ambiguïté sur le sort des enfants. Lui sous-entend beaucoup plus que les enfants sont morts et peuvent mourir. Et effectivement, on ne voit pas, comme tu le disais tout à l'heure, on voit pas les enfants à la fin. Et pour appuyer sur le côté tristesse, moi, ce qui m'a vraiment fait me dire ça aussi, c'est la scène justement où il dit à Charlie qu'il lui donnera pas son prix. C'est parce qu'on rentre dans son bureau, et dans son bureau, tous les objets sont coupés à moitié. Ouais. Genre, t'as un évier coupé en deux, t'as une horloge en deux, etc. Et je me suis dit, ça, en termes de symbolique, c'est quand même hyper fort, quoi. De son bureau personnel, il manque la moitié de tous les objets. Est-ce que c'est qu'il lui manque sa moitié à lui, tu vois? Enfin, Peut-être, ouais. Je trouve que le Willy Wonka de Tim Burton, il est triste, mais il le montre beaucoup moins en fait. ouais. Et du coup, enfin, c'est pas que c'est moins grave, mais du coup, je trouve que ouais, c'est moins apparent. Et au final, c'est un peu quand on finit par le connaître, quand on comprend sa relation avec son père, etc., qu'on comprend pourquoi il est triste et pourquoi il va mal. Alors que celui de Mel Stewart, du coup, c'est jamais vraiment expliqué, quoi. Et c'est ça où je trouve que c'est plus intéressant, et il y a un côté très mystérieux où tu as envie d'en apprendre plus sur le personnage. Et toi, Maëlo, c'était quoi l'adaptation que tu as trouvé bien réussie? Alors, l'élément d'adaptation que j'ai trouvé réussi, pour rien te cacher, j'ai bien galéré à trouver quelque chose à dire. Je m'étais noté que je trouvais ça bien que les Oompa Loompa ne soient pas des pygmées noirs qui viennent d'Afrique. Mais je ne peux Ah pas oui, dire que ça soit un élément on est réussi à ce niveau-là. d'adaptation. Ouais. On en est à ce niveau-là. Non, sinon, éventuellement, j'aime bien, avant l'entrée dans l'usine,
j'aime bien tout l'engouement que le monde a pour les tickets d'or et toutes ces petites scènes qu'on voit et qui sont décrites de façon très rapide dans le livre et qui là sont un petit peu plus étoffées. Je trouve ça marrant en fait d'avoir des changements de point de vue où d'un coup on change de personnage et voilà. Et on n'est plus du tout avec Charlie, on n'est plus du tout avec le personnage principal. Mais d'un autre côté, j'ai quand même un peu de mal avec comment elle s'intègre dans le montage. Ça fait vraiment petites scénettes qui apparaissent ponctuellement, à des moments un peu random, pour continuer à appuyer le fait que, ah quand même, le monde, il est très, ah là là, il aime beaucoup le chocolat de Willy Wonka, hein, haha. Mais bon, je trouve que ça permet quand même plutôt bien de donner le ton de cet univers-là, d'expliquer comment se comportent les adultes dans ce monde-là, etc. Et je trouve que ça va servir pour la suite de quand on a toute la visite de l'usine. Ok. Un regret, un manque. Milo, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu voir et qui n'est pas dans le film? Oui, moi je me suis noté deux petites scènes, mais il y en a une, je pense que c'est influencé par l'adaptation de Tim Burton, c'est l'histoire avec le prince indien qui demande un palais en chocolat à Willy Wonka. Pondichéry, non? Je sais plus. Parce qu'en plus, je crois qu'il a un nom un peu raciste. Ah bon? Ah merde. Ben, je crois que c'est le prince Pondichéry. Oui, mais je crois que c'est ça. Et Mais Pondichéry, c'est une ville en Inde. ah Donc c'est merde. genre un peu... Bon, je sais rien, mais... Ah oui. Ok. Bon, et un peu limite. Roald Dahl jusqu'au bout. Mais du coup, c'est une scène qui est racontée par Grand-Papa Joe au début du livre pour décrire un peu qui est le personnage de Willy Wonka. Et je trouvais ça bien. Elle a été adaptée dans le film de Tim Burton et pas dans ce film-là. Et donc, c'est aussi ce qui donne un peu cette sensation étrange quand on découvre Willy Wonka très tardivement, où on l'a vraiment découvert que par l'engouement que les gens ont de lui. Et d'ailleurs, il y a un truc que je voulais dire et que je trouve intéressant, c'est que dans le livre, tout passe par les journaux Ouais. ou par la parole orale des grands-parents. Et sauf que dans le film, il passe beaucoup par la télévision et par les news télévisées. Et je trouve ça intéressant d'avoir fait cette adaptation-là à la limite. Ok. En scène manquante, vraiment, moi je pense que c'est la scène de fin avec les enfants. Quand Charlie vole avec l'ascenseur, il voit en fait par la fenêtre les enfants qui sortent de l'usine. Et on se rend compte de comment ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils sont devenus à la suite de leur propre aventure. Et donc on comprend qu'ils ne sont pas morts. Et surtout, dans le livre, Willy Wonka dit bien qu'ils repartent tous avec un camion de chocolat, comme c'était promis dans le ticket d'or. Tous les enfants repartent avec leur lot de chocolat, etc., etc. Et Charlie, lui, il a le truc en plus d'être celui qui va récupérer la chocolaterie. Et donc cette scène-là, elle adoucit vachement le personnage de Willy Wonka, qui a été très dur, très punitif aussi. Enfin, ça adoucit vachement, faut pas non plus abuser, mais Voilà. En gros, vous pouvez frapper et faire mal aux gens. Si vous leur offrez des cadeaux après, c'est ok. voilà, si vous leur offrez du chocolat, après c'est ok. Voilà, exactement. Non, c'est que ce personnage-là du Willy Wonka dans le film de Mel Stewart, il est tellement sombre, je trouve, et tellement... Il y a des moments, moi, le film m'a pas fait peur, mais je trouve qu'il tombe quasiment dans le style horrifique. Tu vois, je m'étais posé la question de est-ce que je regarde le film avec ma sœur et tout, qui a 6 ans et demi, et je me dis, je suis bien content de ne pas l'avoir fait parce que c'est terrifiant, quoi. Enfin, il y a des moments qui font vraiment flipper. Et voilà, je sais pas s'il aurait fallu intégrer cette scène-là telle quelle, etc. Mais je pense que ça aurait permis peut-être d'adoucir un peu, potentiellement aussi d'avoir une conclusion qui fasse un peu moins bâclée. Enfin, voilà. Je sais pas à quel point ils ont pas... Alors, c'est pas du tout une excuse, hein, mais... Tu sais, c'est quand même un film qui date de 72, je crois. À l'époque, les films étaient beaucoup plus courts. Et je me demande à quel point ils ont pas fini très rapidement comme ça, parce qu'ils étaient un peu aussi pressés par des producteurs, des studios qui leur disaient 1h30 max, pas plus. Je sais pas. Ouais, c'est possible, hein. Mais sachant que là, le film il fait quand même 1h45. Ah ouais, il est si long que ça? Je ne sais pas. Ok. Et donc, toi, Siméon, est-ce qu'il y a une scène qui t'a manqué? Alors moi, c'est là où j'ai eu plus de mal, pour le coup. Parce que comme Hmm. c'est vrai que j'ai pas été méga fan du livre, trouver un truc à adapter et à rajouter qui vienne du livre, c'était un peu dur. Du coup, je vais tricher. Ok. Et parce que, en fait, pour moi, on va dire, ce qui compte vraiment pour moi dans Willy Wonka, et l'enjeu principal du film, pour moi, c'est avant tout le traitement des enfants. C'est-à-dire comment, c'est la question de l'éducation des enfants, comment on éduque des enfants, comment on fait pour avoir des enfants qui soient de bonnes personnes plus tard. Et Roald Dahl, il a l'air d'avoir sa vision très fermée dessus. Il a l'air de savoir exactement ce que les enfants doivent faire, ne doivent pas faire. Et bon, on l'a déjà dit, on n'est pas trop d'accord avec sa vision, a priori.
Et du coup, j'ai envie de proposer juste un autre film Ok, tu triches de fou. où pour moi, il y a un meilleur traitement des enfants et de ce que doit être l'éducation des enfants. Et je sais pas si tu connais le film d'animation Klaus de Sergio Pablos. Avec sur le Père Noël, là? Ouais, c'est ça. Ouais, il est trop beau ce film. C'est un film de Noël avec une sorte de Père Noël et où en fait, alors sans spoiler, il y a toute une question de rivalité entre deux groupes et où en fait la solution pour apaiser les rivalités, c'est justement de passer par les enfants et de passer par offrir des jouets aux enfants qui soient similaires pour permettre aux enfants de jouer ensemble. Et je trouve que pour le coup, il y a une autre vision de l'éducation et du traitement de l'éducation des enfants qui est beaucoup plus belle. Je trouve que c'est un très très beau film. Et donc j'incite tout le monde à aller voir Klaus plutôt que Charlie et la chocolaterie. Super, bah merci pour cette recommandation. Alors, Charlie et la chocolaterie, c'était mieux dans le livre ou pas? Bah... Je crois que c'était mieux dans le film. Oh Je vais dire ça comme ça, ouais. Je pense que c'était mieux dans le film. ouais, ah bah, moi je vais avoir un avis tranché, c'était mieux dans le livre. On n'est pas d'accord. Ah, donc tu préfères les Oompa Loompa noirs? Oui, c'est vraiment ça que j'ai dit, c'est vraiment, vraiment exactement ça. Non, je préfère l'adaptation de Tim Burton, c'est ça que je veux dire. Ok, tu préfères Johnny Depp, j'ai compris. Non. Ah non, punaise. Je ne peux pas être gagnante de ce débat de toute façon. Non, le monde est foutu, tout le monde est mauvais. Le monde est foutu. Eh bien, on vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Blue Sky, CMDL Podcast. C'est ça, hein, notre nom maintenant. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'annonce des prochains épisodes et aussi parce qu'on est en train de mettre en place un système de débat où un mois sur deux, on va faire un petit débat avec Siméon pour proposer l'épisode qui sera publié 2 mois plus tard. Voilà, c'est pas hyper clair en termes de chiffres, vous inquiétez pas, on va s'y faire, ça va bien se passer. Et d'ailleurs, c'est le moment de vous annoncer le résultat du dernier débat. Eh oui, parce que dans 2 mois, nous parlerons de... Vous avez choisi Nimona, réalisé par Nick Bruno et Troy Quane, et écrit par Andy Stevenson. Salut! Salut